Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, avant de faire l'émission du jour qui arrivera plus tard dans la journée, je fais d'abord comme je l'ai dit, je travaille sur un mini-doc. Et ce mini-doc ici, c'était pour réellement montrer lorsque on est en train d'investir dans le Bitcoin et ainsi de suite, il y a une différence au niveau du processus et du système mis en place par les particuliers d'un autre côté face aux investisseurs accrédités. Donc tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Vous m'avez souvent vu gribouiller cela en expliquant des choses de ce que je suis inspiré lors d'une vidéo, mais j'ai reçu beaucoup d'emails et même venant déjà de en rapport à ces gribouillages, on va dire ça comme ça, hein, lorsque j'étais en train de, comment dirais-je, euh, d'expliquer cela. Et d'un autre côté aussi, je le vois aussi lorsque je suis avec des clients ici en Espagne ou avec d'autres clients internationaux, ainsi de suite. Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils disent, ah bah tiens, j'ai pas vu les choses comme ça. Donc là, j'ai eu aussi pas mal de messages et pas mal de demandes. Donc je me dis, vous savez quoi, je vais en faire une vidéo que je vais mettre ici. Donc c'est un mini doc. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai vraiment pris, j'ai synthétisé la matière, j'ai vraiment compacté cela au maximum afin de pouvoir délivrer réellement le concept général derrière cela. Vous voyez, il y a des principes basiques et réellement, comme ça, vous allez pouvoir voir réellement quelles sont les idées, quelle est l'idée principale derrière cela et pour pouvoir le comprendre. Donc le particulier, c'est vous. La plupart des personnes qui est ici, qui regardaient cela, donc des novices, des non-initiés, ainsi de suite. Et de notre côté, on a tout ce qui est investisseurs sophistiqués. Donc ça, vous connaissez déjà votre chaîne de valeur. Et là maintenant, on va le voir et on va repasser cela en revue, mais on va beaucoup plus se focaliser sur ce que font les investisseurs, vu que ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et pourquoi aussi je fais cela? Vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de personnes dans tout l'écosystème crypto, donc que ce soit Bitcoin, ainsi de suite, enfin tout ce que vous voulez comme crypto, qui se disent, tiens, le Bitcoin, il est bas, maintenant quoi? C'est les gros investisseurs institutionnels et principalement ceux de Wall Street qui vont rentrer et qui vont nous faire en sorte que, tiens, voilà, on va retrouver les prix qu'on en avait, ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, il faut savoir que là, vous ouvrez la porte à qui? Oui, l'écosystème crypto ouvre la porte à qui et ils opèrent comment, qu'est-ce qu'ils font et est-ce qu'ils viennent vraiment de manière amicale? Oui, c'est un peu comme nous on est sur la planète Terre, hein, ça c'est le Bitcoin et maintenant on se dit tiens on n'arrive plus à évoluer, il nous faut de l'aide et l'aide elle vient d'où? On n'a pas cette technologie, on sait rien faire, quoi? Ce sont les extraterrestres qui doivent venir nous aider. Donc il y a pas mal de films hein, pareil, hein, donc Independence Day, tout ce que vous voulez. Donc maintenant ces extraterrestres qui vont venir là de l'espace avec leur technologie, est-ce qu'ils vont nous aider ou ils viennent pourquoi? Oui, que dans tous ces films, ils viennent quoi? Prendre le monopole des ressources que l'on a ici. Ouais. Alors maintenant ici, pensez et faites la même chose. Que vous particulier, l'écosystème Bitcoin, en gros, le Bitcoin a été créé pour ça. Hein, c'était une réponse à la crise de 2008, ainsi de suite, et à la non, à la perte de confiance envers le système établi, donc l'ordre établi, les devises fiat, les banques et tout ce que vous voyez. La réponse était ça, c'était le Bitcoin. Point. Donc là, je vais pas trop extrapoler là-dedans, donc on va faire ça court. Et maintenant, voilà. Donc ça, on va dire que ça, c'est notre planète Terre à nous. Maintenant, on veut quoi? Des envahisseurs qui on a déjà vu ce qu'ils ont déjà fait dans le monde et leur manière d'opérer. Et maintenant, on leur donne la bienvenue dans cet écosystème. Pourquoi? Parce que nous, c'est notre billet de loterie et on espère devenir millionnaire. Donc là, je me mets du côté du particulier. Voilà comment ils pensent. Que ce soit le Bitcoin ou n'importe quel crypto. Et maintenant, ces personnes-là, elles ont un modus operandi. Ils opèrent déjà d'une certaine manière dans leur galaxie, dans leur univers. Donc là, maintenant, vous comprenez parce que je dis toujours que le trading existe avant les cryptos et que non, les cryptos n'est qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc eux, au fin fond de l'univers d'où ils viennent, ils opèrent d'une manière. Maintenant, on les accueille ici sur la planète Bitcoin Terre. Donc maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'ils font et comment ils opèrent. Mais maintenant, est-ce que lorsque eux vont rentrer est-ce que nous, on a des chances avec ce que nous, on a au niveau de la chaîne de valeur? Est-ce que j'ai des chances de rivaliser avec eux? Est-ce que j'ai des chances de profiter aussi d'avoir ma part dans ces trilliards qui doivent rentrer dans ce Bitcoin qui pourrait passer, enfin tout l'écosystème crypto qui pourrait monter maintenant au-dessus du trilliard de market cap et moi aussi en profiter? Donc en ayant aussi quelques Bitcoins de mon côté ou quelques fractions de Satoshi de mon côté ou quelques Ethereum, enfin peu importe la crypto. Ok, donc là c'est vraiment par rapport à ça. Donc j'ai eu pas mal de demandes vu que beaucoup de novices, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe et il y a beaucoup de farces sur Internet et très peu de personnes ont réellement été de l'autre côté. Donc beaucoup de personnes sont ici, mais très peu de personnes ont été ici réellement et ont bossé avec ces gens ici pour réellement voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc ici, tout ce que je vais énoncer, tout ce que vous allez voir, ce sont des faits. Ouais. Donc recompiler ici rapidement, enfin pas rapidement, mais concrètement, afin de ne pas en faire une vidéo qui fait 6 heures. Ça, c'est pas un de mes rapports que je fais en vente pour les clients. C'est pas c'est pas un service, c'est pas une solution. Ça, c'est de l'éducation, de l'information générale pour tout le monde, afin de vous orienter et de vous inspirer. Donc là, voilà, ça c'est ça. Mais on va rester sur quoi? Sur base factuelle. Donc ceux qui acceptent, qui rejettent les faits, peu importe. Il y a une différence qui est faite. Toi, le particulier, lorsque tu vas rentrer dans ton Kraken, dans ton Binance, d'ici 1, 2 ou 3 ans, lorsque eux seront là, tu verras la différence dans ta balance de compte et dans ce qui se passe.
Et maintenant, tu es dans les cryptos, tu as déjà renoncé au gold, tu as renoncé au pétrole, tu as renoncé aux actions, tu as renoncé aux bons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dedans, ils ont tout pris. Et toi, lorsque tu essayes de rentrer dedans ou dans le forex ou peu importe, tu es en perte. Ouais. Alors maintenant, eux, ils ont gagné dans tous les autres actifs, maintenant ils viennent dans celui-là. Donc là où il y avait encore un espoir, où tu dis, bah tiens, ma petite planète Terre, c'est ce qui me reste. Et maintenant, eux, ils viennent dedans. Et comme dans tous les autres, ils ont un track record de gagnant depuis des décennies, des siècles même. Alors maintenant, ici, ils ne viennent pas ici pour perdre. Donc maintenant, on va regarder vraiment cette chaîne de valeur et voir vraiment tout ce qui est fait. Donc ici, rappelez-vous, c'est factuel tout ceci. Ça, ce n'est pas à contester. Vous allez voir les liens. Vous allez pouvoir regarder les intervenants, regarder leur retour, regarder leur manière d'opérer. Ok. Donc ici, on va voir ce que eux ils font. Et après, je vais vous montrer ce que moi aussi je fais au niveau factuel, ce que nous on a fait sur base de ce qu'ils font. Ok. Alors maintenant, on y va. C'est une longue intro, mais c'est nécessaire. On commence ici par quoi? On a le particulier, donc l'investisseur particulier, donc ma star, hein, Pépé le boulanger, peu importe qui c'est, une personne qui a des économies, qui a ci, qui a ça, ben, n'a jamais investi dans les marchés financiers ou a testé, mais il s'est cassé la figure. Il fait partie des fameux 90, 90, 90. Il essaie de faire ceci, cela, il a regardé à gauche, à droite, il a tenté pas la même chose. Non, maintenant il a entendu parler du Bitcoin, il a vu les montées, il a vu le buzz que j'ai dit, ah tiens, ça c'est pour moi. Il n'y a pas les grands géants investisseurs sont pas dedans, donc là ici j'ai une chance ici. Et pour certains c'est un ticket de loterie, pour d'autres c'est réellement un investissement, mais voilà, d'autres ne savent pas réellement comment naviguer ces eaux troubles, hein. Alors là, on a le particulier d'un autre côté, et d'un autre côté, on a l'investisseur. Ici, rappelez-vous, hein, ça c'est vraiment compact, c'est vraiment simplifié au maximum. Il y a beaucoup plus de choses aussi à voir dans les détails, mais ici on va regarder les gros points qui en ressortent. Et rappelez-vous, ici tout ceci est factuel, tout ceci est vérifiable. Ok? Donc là, vous pouvez aller vérifier cela et voir donc par rapport aux chiffres. Donc ici, j'ai pris les chiffres minimum de ce qui constitue la chaîne de valeur. Donc numéro un, le particulier et l'investisseur, qu'est-ce qu'ils ont? Avant de commencer, on fait une recherche. Donc recherche et insight. Donc là, vous voyez, c'est en anglais, c'est une présentation que je fais pour d'autres clients. Mais bon, ici, je le partage avec vous. Donc la recherche, elle commence comment? Si on regarde le particulier, sa recherche, elle commence comment? Bah, lui, bah, il se dit, bah, tiens, je vais lui parler du Bitcoin par un groupe d'amis ou quoi que ce soit. Bah, je vais chercher dans Google Bitcoin, trader Bitcoin, investir dans le Bitcoin, Bitcoin Wallet, Bitcoin, ce que vous voulez. Et voilà, j'ai un moteur de recherche. Donc ma recherche commence par Google. Et bien évidemment accompagné par des vidéos YouTube, de YouTubeurs qui vont être là à faire des vidéos bah, comme vous voyez. Ouais, donc là, c'est ça. Quel est le coût de cela? Qu'est-ce que ça vous a coûté de faire une recherche sur Google? Qu'est-ce que ça va coûter de regarder une vidéo, mis à part le temps et l'effort pour rechercher et trier parmi tout ce que vous voyez? Zéro. Donc ça ne vous a rien coûté. Laissez de côté, à part les frais de services Internet, Bouygues Téléphone, Orange, Vodafone, peu importe, on met ça de côté. Ici, qu'est-ce que vous avez payé pour avoir accès à cette information? Rien du tout. C'était gratuit. Donc ici, zéro. Versus, donc c'est-à-dire contre l'investisseur pro. Qu'est-ce qu'il a, lui, d'un autre côté? Ben là, il a déjà quoi? Ben, il a payé pour des rapports, donc des markets et des global economy trends, donc les tendances de l'économie globale et des marchés, et des insights, c'est-à-dire quoi? Ben, des rapports de marché. Minimum du prix de cela, c'est quoi? On parle ici de 5000 et plus. Et là, on va voir les chiffres. Donc là, on va voir, on va aller dans des pages, juste après ceci, donc juste après l'introduction, on va regarder cela. Donc on reviendra sur chacun de ces points, mais avec les faits. Donc là, en gros, minimum, c'est ce qu'il va payer. Parfois, c'est par industrie ou par secteur. Donc il a 5000 minimum par rapport. Donc il y a beaucoup d'argent. On va en prendre, on va dire juste un rapport, technologie, vu qu'ici on parle de Bitcoin. Donc il veut savoir ce qui se passe dans la technologie, dans le blockchain. Boum, un rapport minimum 5000. Aux alentours des 5000, voilà ce qu'il va payer. Et donc ça, c'est lui, sa recherche et ses insights. Ici, zéro. Donc le particulier, zéro. Le pro a déjà payé minimum aux alentours de 5000. Ça peut être 2000, 3000, ça dépend avec quelle boîte il travaille. Mais on va mettre un prix moyen 5000 $. Au niveau de l'intelligence, ça veut dire quoi intelligence? Donc où c'est qu'il va commencer à, bah, tiens, à savoir quoi faire avec l'information qu'il a recherchée. Le particulier, c'est quoi? Il va s'unir à un groupe Facebook, où il va suivre ce qui se passe sur Facebook, où il sera dans un groupe Telegram. Et là, c'est quoi? 0 €. Et ici, il y a un mot-clé qui apparaît, c'est le mot opinion. Donc, retenez bien ce mot, le mot opinion. Vous allez voir c'est quoi opinion. Donc là, sur Telegram, Facebook, c'est tout le monde qui donne son opinion. Ou sur tout ce qu'on voit, hein, tous les différents médias qui pullulent à gauche, à droite. Il y a certains rédacteurs, certains auteurs, il faut voir leur background. Est-ce que c'était une personne qui était dans le monde financier? Est-ce que si c'est quoi? Bien, c'est juste un enthousiaste blockchain, quelqu'un qui s'y intéresse tout comme vous et qui vient là donner son point de vue. Donc en quoi ça peut être son opinion, maintenant il faut voir vraiment, tiens, c'est sur base de quoi qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est un commentaire? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est de la spéculation? Donc là, attention, ça c'est ce qui tourne là. Oui, là c'est Facebook, Telegram. Donc oui, prix de tout ça c'est quoi? 0 €. On va regarder le pro. Le pro, maintenant, qu'est-ce qu'il a? Au niveau de l'intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Il va payer un asset manager. Donc, c'est quoi? Asset management, c'est de la gestion d'actifs. Donc, il y aura un système et une stratégie mise en place.
Il aura un money manager pour savoir, bah tiens, vu que toi tu es un investisseur, après on va regarder c'est quoi la qualité d'investisseur. On parle de qui ici? Qu'est-ce que tu as comme argent? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ce que tu vois? Bah tiens, on va mettre l'argent où, ou quoi, comment, et ainsi de suite. Donc il aura un money manager. Il y aura un risque manager pour dire, bah tiens, quand tu vois, tu as autant de capital, bah, tu veux préserver autant. Fais attention si ça ne se passe pas comme ça, ou bien s'il y a un crash, ou bien si ça n'arrive pas dans les temps, dans les délais, bah, il peut se passer si ça. Donc tout ce qui est au niveau du risque. Quels sont les risques ici que j'ai? Donc le risque est mesuré. Ok? Par moment, je dis bien, et tout ça, ça peut être une seule et même entreprise, ou bien ça peut être différentes entreprises, comment dirais-je, différentes compagnies, ou ça peut être une seule et même entité qui donne tout ça. Donc le asset management, le money management, le risk management, donc ils ont tout ce qu'on appelle, comme on dit ça, in-house. Donc ils ont des différents départements. Donc moi, société par exemple, je situe, moi j'ai un département gestion d'actifs, un département gestion monétaire, un département risque, et bien évidemment aussi tout ce qui est stratégie. Donc qu'est-ce que je fais ici? Stratégie multi-assets par rapport, oui, ça c'est par rapport à tout ce que j'ai eu ici au niveau de la recherche et des insights sur le marché. Bah maintenant il faut quoi? Il faut que je dise, bah tiens, mes actifs j'en ai autant, je vais mettre autant d'argent ici, mon risque il est d'autant, maintenant c'est quoi la stratégie que je vais adopter? Et donc là, tout ça, c'est un minimum de 10 000 dollars. Rappelez-vous, ça peut être quoi? Une seule et même entreprise où je prends quoi? Différents services de différentes boîtes. Donc là encore on a un coût minimum qui se situe à ce niveau-là. Et on va regarder après les top boîtes, donc les boîtes que l'on connaît pas mal, hein, donc qui font, que l'on voit souvent dans les médias, qui parlent des cryptos. Et ensuite on va regarder bah, combien elles facturent. Mais c'est aux alentours de ces chiffres-là. Donc c'est un minimum de 10 000. Alors, ici déjà on a quoi? 5 000 minimum plus 10 000 minimum. Et nous on est toujours à zéro. Ensuite on va au niveau des data. C'est quoi les data? Ce sont les données. Donc ce sont les données dont on a besoin. Bah, pourquoi? Bah, pour prendre des décisions. D'où, qu'est-ce qu'on regarde? Que regarde le particulier? Vous me voyez souvent utiliser investing.com et on peut regarder les données de toutes les cryptos, on va dire du Bitcoin, sur quoi? CoinMarketCap et encore le reste des pages. Et tout le monde donne des prix, les prix de ci, les prix de ça, les prix de ça, voilà. Coût, encore une fois, 0 €. On a payé pour rien du tout dans tout ça. Vous voyez ici, par moment, si on veut un service extra, donc pouvoir faire beaucoup plus de choses, c'est-à-dire quoi? Manipuler et pouvoir gribouiller un peu plus dans les graphiques, on va dire ça comme ça, bah tiens, tu payes un prix, pourquoi? Pour que je t'enlève, on paye pour enlever les pubs. Comme ça, tu peux gribouiller dans les graphiques, tu peux mettre tout ce que tu veux comme indicateur, tu peux les combiner comme tu veux, les exporter comme tu veux, et en plus, je t'enlève la pub, donc voilà pourquoi tu payes. Une souscription. Ok? Maintenant, le pro, une fois qu'il a déjà tout ça, c'est quoi? D'où viennent ces données? Ben, il a un terminal Bloomberg, il a les services de Reuters, etc. Il y a pas mal de boîtes qui font cela. Et ici, si on se base sur le prix du terminal Bloomberg, c'est minimum 25 000. Mais pourquoi ces données? Ces données, c'est-à-dire quoi? Il peut importer des données de tout, donc, et il peut importer les données de ce rapport, des données d'intelligence. Il peut tout rentrer dans son terminal et faire de la modélisation. Donc jongler avec ces données, les manipuler, en faire quelque chose. Ouais, faire énormément de choses, avoir des algorithmes intégrés dedans qui vont lui permettre de faire des modèles, relier cela à ses feuilles de calcul, enfin tout ce que vous voulez. Donc tout ce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il peut faire au niveau des données, donc comment dirais-je, du stockage de données et de la manipulation de ces données afin de quoi? Ben, de prendre des décisions. Donc ça, c'est ce qu'il peut faire. Donc là, ici, si on se base sur le prix du terminal Bloomberg, c'est minimum 25 000 et Reuters aussi a pas mal de services à ce niveau-là et c'est coûteux aussi. Mais ici, le plus connu, c'est Bloomberg, c'est un standard dans l'industrie, donc c'est 25 000 minimum. Ok, donc là, ça fait déjà beaucoup. On est déjà à 50 000 dollars ici. Et ici, le particulier a toujours zéro. Maintenant, quoi? Accès au marché. Que fait le particulier? Ben, il peut ouvrir un wallet à blockchain.com, ça ne lui coûte rien, mis à part les commissions de quoi? De frais de minage pour acheter son premier Bitcoin ou ses premières fractions de Bitcoin. Donc, c'est juste les commissions qu'il va payer. D'un autre côté, Binance, bah, c'est quoi? Bah, c'est gratuit. Tout ce que Binance donne, bah, c'est gratuit. Mis à part quoi? Bah, les frais de commission pour le trade. Mais ouvrir un compte, c'est gratuit. Kraken, ouvrir un compte, c'est gratuit. Après, c'est juste les frais de transfert et ainsi de suite, tout ce qui se passe au niveau du trade. Ben voilà, en gros, c'est quoi? C'est gratuit. Avoir accès au marché, c'est quoi? C'est gratuit. C'est tout ça, c'est mobile. Donc, on a accès à ça 24 sur 24, peu importe où tu veux offrir ton wallet ou ton exchange ou quoi que ce soit. Oui, tout ça, c'est gratuit. Donc, encore une fois, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4 points. On n'a encore rien payé, nous. Bien évidemment, on a notre capital de départ, mais on n'a encore rien payé ici. Maintenant, on va aller vers le pro. On va aller vers l'investisseur accrédité, donc le sophistiqué, le pro, l'institutionnel. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a les services d'un prime broker. Donc service, c'est quoi? Dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec. Donc il veut prendre Goldman Sachs, qui va lui donner pas mal de services et va le rediriger vers tout ce qui est achat, vente de crypto vers Circle. Et Circle, c'est minimum des ordres de 250 000 dollars. Donc un quart de million et ça peut monter. Et avec ça, vous rajoutez les frais qui vont avec. Mais c'est quoi aussi? C'est quoi les services? Les services, comme vous avez vu maintenant, Coinbase qui est en train de le donner, c'est du custody. Donc c'est-à-dire quoi? Lorsque moi j'ai acheté mon Bitcoin, ben, il faut qu'il doit être gardé en sécurité. Pouvoir avoir une assurance sur mes clés privées, qu'on ne me vole pas mon nano wallet, enfin ouais, qu'on ne me vole pas mon dispositif de stockage de crypto physique, qui soit gardé en sécurité. Ouais, et tous ces trucs-là. Donc, ouais, que tout ce dont j'ai besoin, moi,
pour mon capital, ben voilà, tout ça c'est donné. Donc ça se paye. Donc déjà minimum, il doit mettre des ordres de 250 000, mais après ce sont les conditions du service qui sont facturées. Ouais. Donc ici déjà, c'est déjà pas mal. Donc déjà avoir pas mal de capital et déjà de payer tout ça. Donc juste au niveau, enfin juste au niveau de ce qu'il a payé, si on fait un calcul, tout simplement maintenant on va dire par an, il en a pour minimum combien à lui, donc au niveau de sa chaîne de valeur, le particulier lui c'est 0 €, tout ce qu'il paye c'est quoi? C'est des commissions. Il n'a pas de hedge, donc c'est quoi? C'est pas un hedge, il n'a aucun avantage sur le marché. Donc il est comme il a commencé et là il est livré à ça, il est livré à sa propre chance. Il peut être flat, c'est-à-dire qu'il peut avoir commencé avec 10 000, 1000, 100 000, tout ce que vous voulez. Mais la chose c'est quoi? C'est que s'il a de la chance, il est flat. Et là, vous le voyez bien maintenant. Le gros boom où les particuliers seront en train en 2017, depuis les hauts du marché, là où on en est, ben maintenant s'il a de la chance, il est sorti à temps, il peut être flat ou avec un peu moins de casse, ou s'il avait anticipé avant, ben, tant mieux, il est gagnant, mais maintenant, en tout cas, il n'est pas flat. Donc c'est-à-dire quoi? Ben, s'il est rentré à 1000 et que ces 1000 ont fait 100%, par exemple, il était à 200, ben maintenant avec une chute de 60-70%, ou ça dépend dans quel crypto il était, mais en gros dans la baisse, il n'a pas 1000 €. Ouais, si je dis bien, s'il a de la chance, donc if lucky, il était flat. Si ce n'est pas le cas, ben comment dirais-je, il n'est pas dans le vert, donc il est dans le rouge. Maintenant le pro, avec tout ce qu'il a payé, service, commission et tout ce qui va avec, il en a un minimum ici de 75 000. Je pourrais même arrondir ça à 100 000 $ minimum. Je dis bien minimum. Ouais. Maintenant, il faut savoir de qui on parle ici lorsqu'on parle d'investisseur accrédité. Donc minimum déjà, il a des frais qui vont de 50 000 et plus, minimum dans ce qu'il va faire au niveau des investissements. Ouais. Donc là, ça dépend de ce dont lui il a besoin. Donc ça, c'est selon ses besoins. Ça, c'est vraiment dit en règle générale. Vous voyez, ici, je généralise beaucoup, mais on va regarder ça. Donc ici, il a un minimum 75 000 $, donc on peut arrondir à 100 000 $. Vous voyez, c'est quelque part entre ça et ça, donc ça dépend. S'il ne veut pas avoir un Bloomberg, par exemple, pour qu'il utilise autre chose, ben voilà, vous enlevez ces frais-là et vous prenez les frais de service qu'il aura, comment dirais-je, d'un autre côté. Donc ça dépend qui va utiliser comme prime broker, ainsi de suite. Donc là, ça dépend des frais. Mais là, je parle d'un gars qui est conséquent, qui peut, par exemple, mettre 1 million et qui veut investir 1 million. Donc il y a 1 million de capital risque. Là, c'est plus ou moins ce qu'il va payer par année. OK? Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce que cela va lui apporter? Le fait d'avoir déboursé tout ça dans sa chaîne de valeur. Il a un edge sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un edge? Il a un avantage. Un avantage au niveau de quoi? Ben, il a la meilleure intelligence, il a les meilleurs rapports, il sait exactement où on va, il a le meilleur risque, il a tout sous contrôle, il a des bonnes données, il a un bon service pour pouvoir trader, donc il n'aura pas des problèmes de congestion du réseau lorsque le Bitcoin est en train de monter super haut et que Kraken te dit, ben non, tu peux pas accéder à ton compte, désolé, c'est fermé. Reviens plus tard. Et tu reviens plus tard et tu vois que tes ordres, voilà. Ça, tout le monde, tous les particuliers ont déjà vécu ça. Donc vous savez de quoi je parle. OK? Mais lui, il n'aura pas ces problèmes-là. Vu que tout est mis, il paye pour ne pas avoir ces problèmes-là. OK? Et là, vous le voyez bien aujourd'hui qu'il commence à avoir une différence au niveau de tous ces services ici, vers quoi ils commencent à tendre. Avec quel genre d'institutions ils sont en train de s'allier. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher comme argent. Qu'est-ce qu'ils veulent comme argent. Quelle clientèle ils veulent. Ouais. Et là, ça commence déjà à dévier petit à petit. Et on le voit. Donc ça déjà, comme je dis, ce qu'il a payé, ça lui donne déjà cet avantage de pouvoir opérer dans des bonnes conditions. Donc il déjà a un hedge sur le marché. Et maintenant c'est quoi? Il a un retour d'année en année. Donc ce qu'il a payé ici, il va le récupérer d'année en année. Lui, il est là pour comment dirais-je, il est là pour faire un retour chaque année, mais que son retour soit stable et consistant. Il peut avoir un mauvais mois, 2 mauvais mois, un mauvais semestre, une mauvaise année, mais il sait bien que au bout, ici j'en sors gagnant, j'aurai un retour. Et là, on va voir ça, rappelez-vous ce que je dis au début, de manière factuelle. On va avoir des chiffres et des retours que des personnes ont sur des périodes minimum de 5 ans. Comme ça, vous dire, bah, tiens, ici, bah, chaque année, si on trade ou si on investit, nos retours, ils sont là. Ok, donc tout ce qu'on a payé ici, c'est pas grave, on le récupère. Mais vous voyez ici la différence de la chaîne déjà, on se rapproche, on est au-dessus des 50 000 si on veut faire le minimum, dollars, et ici on est en dessous, peu importe dollars, euros, yen, ce que vous voulez. Donc ici on n'a rien payé et là on a quelque chose. Et ici il y a des mots-clés, donc retenez bien le mot opinion, retenez le mot edge sur le marché, retenez le mot retour, comment dirais-je, retour d'année en année. Ok, maintenant on continue. Et on va à quoi? On doit définir qu'est-ce que c'est qu'un investisseur accrédité. Lorsqu'on parle d'un investisseur accrédité, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Quelles sont ses qualités? Enfin, même pas ses qualités, mais comment est-ce qu'on le définit? Ouais. On dit ici qu'un investisseur, donc ça vient du grayscale, pour eux, un investisseur qui va investir dans n'importe quel véhicule. Donc un véhicule d'investissement, ça peut être le Bitcoin, ça peut être ce que vous voulez, mais là ici c'est par rapport au Bitcoin, donc on va dire ça. Tout investisseur qui investit ici dans le Bitcoin, qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit avoir les habilités financières, la sophistication, l'expérience et le vouloir de quoi? De pouvoir encaisser les risques dans, comment dirais-je, les risques que comporte
ce type de véhicule d'investissement. Donc très important de savoir faire cela. Et seulement lorsqu'on peut, comment dirais-je, remplir toutes ces conditions ici, tous ces critères-là qui sont demandés, là seulement on peut quoi? On peut se dire qu'on est une personne qui peut être qualifiée de quoi? D'investisseur accrédité. Et là c'est défini par, là, on va dire, les lois, donc c'est régulé. Donc il y a un statut, ce statut-là il est régulé. Vous voyez que là on en parle juste comme ça, on donne une définition. Et maintenant on va aller, bah tiens, c'est-à-dire que voilà, si moi, bah oui, moi je peux accepter le risque, oui, moi j'ai l'habilité financière, oui, moi je suis sophistiqué, je pense être sophistiqué, mais il y a une loi qui définit qui l'est et qui ne l'est pas. Donc maintenant on voit que tout ce genre de services que l'on a vu, et lorsqu'on entend tous les différents services que sont en train de donner, tous les exchanges maintenant, comment tout est en train de basculer, vous voyez qu'ils vont vers quoi? Vers des investisseurs accrédités, des investisseurs sophistiqués. Donc lorsqu'on parle de cela, on parle de ce genre de personnes. Maintenant, selon Grayscale, on va regarder, ben, c'est quoi? Donc ici, vous voyez, Accredited Investor, c'est quoi? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qu'il a? Ben maintenant, un Accredited Investor, dans le contexte d'une personne naturelle, c'est-à-dire que moi, investisseur accrédité, donc moi tout seul, donc moi une personne, oui, comme on peut avoir un investisseur particulier d'un côté, comme on a vu, et d'un autre côté, un investisseur accrédité, un investisseur sophistiqué, donc une personne tout à fait normale, et l'autre c'est quoi? Ça peut être une institution d'investissement, mais ici en tant que personne, c'est quoi? Ça inclut toute personne, écoutez bien, qui a gagné 200 000 dollars ou 300 000 dollars avec son épouse. Chaque année, dans les 2 années précédentes. Donc ici, pour pas vous embrouiller, on va dire que ici on est en 2018. Alors ici il y a 2017 et ici il y a 2016. Minimum, il a dû faire 200 000 ici, 200 000 là. Et comme on le dit bien, et quoi? La raison dit que quoi? Il doit s'attendre à quoi? À faire la même chose cette année-ci. Donc on est en 2018, il doit encore faire 200 000 cas. Donc c'est-à-dire que maintenant en 2018, il doit avoir minimum 600 000 dollars pour investir. Ça, c'est une des conditions pour être considéré investisseur accrédité. Donc 200 000 minimum à avoir fait à l'année. OK? Et on parle de net, vu qu'ici, ils ne disent pas c'est net. C'est-à-dire une fois que j'ai toutes mes dépenses, ben, j'ai 200 000 ici. Donc j'ai gagné cela et boum ici, donc tout ce qui est brut, tout ce qui a été décompté. Voilà, donc j'ai des revenus de 200 000 ici net. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ou, vous voyez bien, or, avoir un net worth, donc la valeur de mes actifs doit faire 1 million. Donc ici, où je dois avoir 1 million. Moi tout seul ou avec mon épouse, donc on doit disposer d'1 million. Mais c'est quoi? Excluant la valeur de ma résidence primaire. Donc c'est-à-dire moi si je vis 15 rue de la Pierre et que 15 rue de la Pierre ça vaut 300 000 dollars. C'est-à-dire que les 300 000 dollars ne peuvent pas être inclus ici. C'est-à-dire que quoi? Qu'après que je n'ai que 700 000 dollars. Non, c'est-à-dire que j'ai 1 million et à ça je dois rajouter la valeur de ma résidence 15 rue de la Pierre. Donc au total j'ai minimum 1,3 million. 1 million 300 000. Voilà, ça c'est selon Grayscale. Eux, lorsqu'ils bossent avec des clients, comme vous avez vu, leurs clients sont des investisseurs, ils bossent avec les clients qui remplissent ces conditions-là. Une de ces deux-là. Là, vous êtes considéré accrédité. Et selon la régulation. Donc ça, c'est un statut qui est régulé. Vous voyez ici, Regulation D of the Securities Act of 1933. Donc depuis 1933, voilà ce qu'est un investisseur accrédité. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc vous êtes dans une ou l'autre de ces personnes-là. Si vous n'êtes pas si vous ne rentrez pas dans cette catégorie-là, bah, vous êtes tout simplement un investisseur qui est normal. Maintenant, on va voir un peu au niveau de personnes qui offrent des services. Comme ils disent ici, on a la page de Global Macro Investor, on va voir leur page. On voit que c'est quoi? Bah, ça a une renommée internationale, ça a beaucoup de succès. C'est quoi? C'est des conseils d'investissement macroéconomique mensuel, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, ils parlent un peu d'analyse, de recommandations. Voilà, ils disent que c'est lu par qui? Oui, the world's largest, donc les plus grands au niveau du monde, et most successful, donc ceux qui ont le plus de succès, et les plus grands hedge funds du monde, des pension funds, sovereign wealth funds et family office. Donc ce sont quoi? Tous ceux qui ont la qualité d'investisseurs accrédités. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? It is not aimed, donc ce n'est pas pour l'investisseur individuel. Donc ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie qu'on a vu avant. Donc toutes ces stratégies, tous ces services qui sont donnés, c'est pour eux. Donc vous voyez déjà dans la, comment dirais-je, pourquoi? Par rapport à la complexité des sujets, vous voyez, donc ce côté sophistiqué que l'investisseur individuel n'a pas et les risques que cela comporte. Parce que ça comporte des risques pour un capital. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous voyez que ce genre de service, juste au niveau
des insights et de la recherche. Donc premier, là où l'investisseur individuel, lui, va regarder Google et lui va dans Facebook, Telegram, tout ce que vous voulez, ben ici, non, il a comment dirais-je, il a des macro insights, donc des global macro insights, mais on dit bien ça, c'est pas pour toi. Si tu n'as pas les qualités qu'on a vues juste au début, si tu remplis pas ces critères-là, ben c'est pas pour toi. Ouais. Et dans ce service, qu'est-ce qu'il y a? Il couvre toute classe d'actifs au niveau de l'investissement global macro. Pourquoi? Prendre avantage des tendances et aussi de tout ce qui est comment dirais-je, des opportunités à court terme. Et il couvre toute classe d'actifs. Donc oui, c'est ça, toute classe d'actifs, donc il regarde tout. Forex, fixed income, donc sont les bons d'État, equity sont les actions et commodities, les matières premières. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, des analyses profondes de tout ce genre d'actifs. Et des recommandations de trade, donc des générations d'idées de trade qui sont ici et qui sont faites là. Et c'est quoi? Et fondamental et technique. Et le tout en rapport avec quoi? Avec les cycles de business. Parce que ça, c'est très important à comprendre, ça, les cycles de business. Pour augmenter quoi? Le risque-reward, donc avoir le risque sous contrôle. Et c'est quoi? Augmenter le risque, on va dire, pardon, non, pas augmenter le risque, mais réellement le retour sur investissement. Donc minimiser les risques, donc gros potentiel de retour. Et quoi? Sur chacune de ces opportunités de trade. Donc on voit que ça, ce sont ces genres de services qui sont faits pour eux. OK? Donc on continue. Maintenant, on a Fundstrat, qui ici nous donne quoi? Tout ce qui est stratégie. Bon, Fundstrat, c'est quoi? C'est Fundamental Strategy. Maintenant, on va regarder eux aussi, bah, tiens, à qui ils s'adressent. On voit que quoi? Donc, c'est une approche différente. Donc, ça, c'est leur slogan, c'est leur pub, ainsi de suite, pour avoir des market strategies, donc des stratégies de marché et de la recherche pour chacun des secteurs. Donc, vous voyez ici qu'au niveau de la recherche, on n'a fait pas sur Google ou sur quoi que ce soit. On va vers ces boîtes-là, vers ces boutiques-là, comme on les appelle. Maintenant, c'est quoi? On voit que c'est quoi? C'est une boutique indépendante de recherche qui donne quoi? C'est quoi leur service? Des stratégies de marché et de la recherche de la recherche de secteur. Ils ont une approche différente et leur approche elle est basée sur quoi? Les stratégies fondamentales. Donc c'est quoi? Ils ont un processus de recherche qui combine quoi? Écoutez bien, c'est un mot que vous m'avez souvent entendu dire, le top-down, donc une stratégie top-down et une bottom-up. Donc une stratégie top-down complétée par quoi? Par une vision fondamentale bottom-up. Très important ça. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent quoi? Développer une feuille de route qui va être pratique. Et c'est quoi? Useful, donc utile pour leurs clients, au moment de quoi? Pour avoir de l'intelligence et ce qui se passe ici au niveau des investissements. Donc pour prendre quoi? Leurs décisions. Donc vous voyez que tout ça, c'est pour ce genre de personnes-là. Et encore une fois, c'est quoi? C'est quoi maintenant ce type de clients? Qu'est-ce qu'ils ont comme clients? Donc maintenant, on va regarder ça. Donc, we service a broad array of clients. Donc, quels sont les clients qu'ils ont? Quels sont les clients à qui ils ajoutent de la valeur? Ils disent bien clients find value. Donc, eux, ils sont contents lorsqu'ils ont rajouté de la valeur à leurs clients. Grâce à quoi? Aux idées qu'ils les ont, comme on dit, to pitch an idea, donc aux idées qu'ils leur ont proposées. Maintenant, regardons un peu leurs clients. Les asset managers. Asset size. Donc, on ne bosse pas avec toi si toi, tu te dis être un asset manager, mais que tu n'as pas minimum 5 milliards. Donc, c'est de 5 milliards à 1 trilliard et plus, vu qu'il n'y a pas de limite pour eux. Donc, minimum 5 trilliards. Ça, c'est l'entrée. Donc, si tu nous appelles et que tu es un asset manager, sache que si tu es en dessous des 5 milliards, ça ne nous intéresse pas. Et ça me renvoie au film. Je sais pas si, je pense que certains d'entre vous ont vu le film The Big Short. Vous voyez, à un moment donné, il y a les deux jeunes gars qui ont monté leur hedge fund et ils se sont aidés. L'un d'entre eux connaissait Brad Pitt qui jouait son rôle dans le film, qui était un ancien banquier d'investissement. Et à un moment donné, vous voyez qu'ils ont un rendez-vous, ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec JP Morgan. Et ils arrivent, boum, boum, ils ont même pas passé le lobby. Ils arrivent, ils sont là, le gars arrive, dit ouais, non, c'est cool et tout, on est là, on est reçu. Et il parle. Et le gars, il arrive, il descend, il dit ouais, les gars, c'est pourquoi? Ouais, non, on avait appelé parce qu'on avait un rendez-vous. Il a dit vous n'avez pas le minimum requis. Ils avaient des millions pourtant, mais c'était pas le minimum requis. Ils ont dit ouais, nous, JP Morgan, nous, on te regarde pas si t'as pas autant. Ouais. Et c'est ça, c'est une réalité. Donc ici, vous le voyez. Donc là, c'est dans la fiction, dans un film, mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est factuel. Ça, vous pouvez regarder ça, l'information est disponible. Je vais vous montrer le site internet de Fundstrat, et c'est là. Donc le fameux Tom Lee, que l'on voit avec ses lunettes, qu'on invite toujours à Bloomberg et CNBC pour parler des cryptos, voilà. Oui, c'est minimum 5 milliards et plus. Les hedge funds, minimum 100 millions jusqu'à 25 milliards et même plus. C'est pas un problème. Donc minimum 100 millions. On va regarder les minimums, nous. C'est à partir de 100 millions. Pension funds, comme vous avez vu dans le Global Macro, c'est à eux aussi qu'on donne des services d'insights. Donc les fonds de pension, minimum 10 milliards. Wealth managers, donc les gestionnaires de patrimoine, donc tout ce qui est banque privée et les family office, minimum 150 millions. Ok? Donc vous voyez que ça, c'est quoi?
C'est très, très, très important. Et vous voyez qu'ils ont pas mal de choses ici qui sont en train de créer autour. Ils font même des dîners où il y a des idées, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc là, pour être dans une ambiance détendue, décontractée, et ben voilà. C'est tout ce que l'on fait ici pour nos clients. Ouais, ce sont les bénéfices que vous avez lorsque vous êtes client chez nous. Ouais, donc ça c'est important. Vous voyez ici déjà la classe de clients. Vous voyez ici on parle de beaucoup de capital et c'est eux qui ont accès à toutes ces informations. Alors maintenant, regardons un peu quelles sont les stratégies lorsqu'on a un fund strat. Vous voyez que premièrement, on avait quoi? On avait des insights, donc tout ce qui était recherche macro, vous voyez qu'eux aussi font pareil. On a la recherche fondamentale, la recherche technique et la recherche qualitative. Donc vous voyez que l'équipe, ici vous voyez Tom Lee, c'est lui qui fait les stratégies du portfolio. Vous avez une stratégie technique, stratégie quantitative, et data science. Vous voyez que les data science c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait avec les données, comment on les manipule, et aussi tout ce qui se passe aussi au niveau de Washington. Rappelez-vous que Washington c'est important d'avoir une stratégie là-bas aussi. Pourquoi? Vous avez vu que maintenant la SEC, c'est quoi? C'est Washington. Et donc Wall Street, Washington, il y a un petit combat. Donc on a à savoir qui est là, qui est quoi. Quelles lois vont pouvoir être passées qui vont favoriser ce qu'on a dans notre portefeuille ou pas. Donc ici, lorsqu'on passe par exemple du Zcash, où on parle des cryptos, ça, c'est un impact sur notre portefeuille. Donc vous voyez qu'ils vont loin. Ça ne s'arrête pas juste à quoi? À l'analyse technique. Maintenant, regardons comment ils font. C'est quoi leur approche? Vous voyez, le régime d'analyse, on voit ce qu'ils sont en train de faire, ainsi de suite, l'analyse technique, ainsi de suite. Mais maintenant, les produits qu'ils donnent. Quels sont les produits qu'ils ont? Bon, ici, c'est tout ce qui est action, mais nous, on va s'arrêter à l'analyse technique, vu que c'est la chose qui est la plus populaire que tout le monde voit. Qu'est-ce que l'on voit ici? Weekly Technical Strategy. Donc, les stratégies sont faites en weekly. Donc, ici, lorsqu'ils ont un service d'analyse technique, vous voyez, ça, c'est leur produit. Donc, flagship produit, donc le produit que l'on donne, donc notre produit phare, ce sont les stratégies d'analyse technique, mais semanales. Donc, en graphique weekly. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que je regarde le weekly? Pourquoi? Parce que les pros le font en weekly. Pourquoi est-ce que je regarde ça? Parce que ceux que j'ai vus et ceux avec qui j'ai bossé qui sont des pros, je les ai vus faire ça comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on regarde les choses en daily? Et ici, on vous dit qu'au niveau daily, ce ne sont que des publications. Donc, on ne fait que commenter ce qui s'est passé. C'est le journal, si vous voulez, c'est le JT, c'est ce qu'on fait. Ouais. Tout simplement, on va dire ce qui se passe. Tiens, le prix est là, elle est là. Donc, comment vous pouvez faire les vidéos du jour? C'est un commentaire journalier. Pourquoi? On suit certains actifs et on regarde l'évolution au jour le jour. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on a une nouvelle news? Est-ce qu'on a un catalyseur? Est-ce qu'on a eu ci? Est-ce qu'on a eu ça? Pourquoi? On est investi dans ces actifs et on doit continuer à en avoir un suivi quotidien. Tous les jours, il y a des news. Il y a des bonnes news, il y a des mauvaises news. C'est à nous à filtrer. Savoir, tiens, ça me sert, ça me sert pas, poubelle. Si je suis investi, je dois savoir ce qui se passe. Je suis investi dans le Bitcoin, je dois savoir quelles sont les news. Mais s'il n'y a pas de news, il n'y a rien. Mais au quotidien, il y a des fluctuations de prix. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a du pessimisme, il y a de l'euphorie, il y a des commentaires. Donc là, c'est ça. Donc, par rapport à ça, on a une publication journalière. Ouais. Donc ne confondez pas la stratégie ici qui est weekly et ça qui est journalière. Mais là, oui, pourquoi est-ce que je me focalise que sur Fundstrat? Parce que dans tous les fonds, dans toutes les boutiques de recherche, c'est celle qui est le plus mise en avant. C'est ceux qui ont le plus osé. Donc une boutique de grand renom avec Thomas Lee, donc vous voyez toujours son nom, une boutique de grand renom qui est là et qui, comment dirais-je, qui n'a pas peur d'associer son nom à ce qui est Bitcoin. Et vous savez bien comment c'est vu. Donc là, vous avez vu tout ce qu'on partage au quotidien, vous savez très bien comment c'est vu, mais eux, ils n'ont pas peur de le faire, donc mais ils sont là. Mais vous voyez exactement comment ils font les choses. Donc ça, ils font ça pour n'importe quelle classe d'actifs. OK? Et donc là, on a vu tout. Donc là, ici, on a vu l'introduction. Maintenant, allons regarder leur page et allons voir ce qu'il y a. Donc là, ici, vous avez vu exactement tout ce qu'il y a. Alors maintenant, on va continuer. Et maintenant, on va revenir là-dessus. On va aller ici à Internet. On va regarder point par point. Donc, on avait quoi? On avait vu Global Macro Investor. Donc là, vous avez leur page et ainsi de suite. Savoir qui c'est Raoul Pal. Il vient de la City. Il a bossé à Goldman Sachs. Il a bossé dans des gros fonds GLG Partners avec Alex Van Damme. Je vais montrer Alex Van Damme. C'est une personne que j'apprécie énormément au niveau des Global Macro. C'est une très bonne équipe de traders. Ensuite, enfin, c'est des gars qui sont bons. Donc là, vous avez sa page, le lien est ici, visitez-le, regardez ce qu'ils font, regardez exactement ce qu'il y a, et vous voyez la mise, comme ils l'ont dit, hein, ça, c'est pas pourquoi, c'est pas pour l'investisseur particulier, ce n'est pas pour lui. Donc vous voyez, on a défini c'est quoi le genre de clients que eux sont en train de regarder et à qui ils offrent leur service. Donc ça c'était quoi, rappelez-vous, hein, c'est ce qu'on en a vu, si on doit revenir ici un peu en arrière, pour être sûr qu'on ne perde pas cela de vue, on était où ici? Voilà, donc là, voilà, nous c'est ici. Donc là ici au niveau de quoi? De la recherche, on a vu quoi? Global Economy, les trends, ainsi de suite. Donc, ouais, on a Global Macro et Economy. Donc, on a vu déjà cette société ici, donc la Global Macro Investor. Ensuite, on a quoi? On a des solutions. De quoi? Tout ce qui est recherche.
Vous voyez des solutions, pourquoi? Les professionnels, donc financial professionals, donc là pour les pros. Et c'est qui ces pros? Bah, investment managers, hedge funds, investment bankers, wealth managers, private equity, les régulateurs, ceux qui font de la recherche, les sales, buy side traders, sell side traders, asset owners, corporations, et ainsi de suite. Les consultants et tout ce que vous voulez. Donc ça c'est pour eux. Et tout ce que vous voyez ici au niveau de toutes ces solutions, donc FATSEC c'est quoi? Ce sont que des données de marché, des analyses de tendances, vous voyez, donc tout ça, tout ce qui est analytique au niveau de tout type d'actifs, vous voyez, tout est là et c'est pour eux. Donc ça, c'est le type de recherche que ces personnes-là, un investisseur sophistiqué, voilà à quoi il a accès. Donc ça, ce n'est pas pour tout le monde et ça a un prix. Maintenant, regardons un peu, bah tiens, ce genre de prix au niveau de quoi? Bah si moi j'ai envie d'avoir de la recherche au niveau du marché, donc rappelez-vous, je suis toujours au niveau de ma recherche ici, on n'est pas encore allé plus loin. Maintenant, voilà, ici on est dans une page, donc Research and Markets, donc The World Largest Market Research Store. Donc ici c'est quoi? Il y a pas mal de rapports de recherche qu'on va pouvoir avoir, ouais, des rapports qui sont là, des 170 pages, 260 pages, ainsi de suite. Et ces rapports-là coûtent combien? Donc vous voyez ici, il y a des points clés, donc par industrie ou par secteur ou par région, mais regardez les prix par chaque rapport. C'est 3690, et ça c'est en euros, 3190, ainsi de suite, pratiquement 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros. Donc vous voyez que les chiffres, ils sont là. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça coûte. Et ça, ce n'est pas gratuit. Et ça, c'est pourquoi? Ça, c'est la sophistication, comment dirais-je, de ce genre d'investisseur. Donc rappelez-vous ici, on va se remettre ça en perspective. Donc la recherche que j'ai faite dans Google et sur YouTube, ça m'a rien coûté. Mais regardez eux déjà ce qu'ils payent. Donc imaginez-vous, ils veulent des idées d'un Raoul Parr au niveau de son Global Macro Research. Et attendez, je vais vous trouver ça. Bah voilà, ça, c'est un sample qu'il a mis sur le site internet. Et là, j'en ai un ici, comme ça, vous allez voir exactement ce qu'il y a. Oui, il y a 53 pages. Et donc, voilà ce qu'il y a. Ouais, donc là, il parle de tout ce qu'il y a, Global Macro Investor et ainsi de suite. Mais on va regarder une chose. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a vu à Funstrat? On a vu que leur stratégie, elles étaient weekly. On va dire, bah tiens, est-ce que Raoul Pal aussi et le Global Macro Investor, comment ils regardent les choses? Est-ce que c'est réellement pareil? Bah voilà, premier graphique qui nous met, un graphique weekly. Il va me dire, oui, il n'y a rien tracé dessus, il n'y a pas de stratégie. Et ça, c'est un terminal quoi? Bloomberg. On va regarder ça ensuite. Donc là, vous avez vu que Bloomberg aussi, ça coûte. Ici, il y a quelques projections. Faites en quoi? En monthly. C'est des mensuels. Encore ici quoi? Monthly. C'est mensuel. Et là, il y a des projections qui sont faites. Continuons ici. Pareil, monthly. Continuons ici, c'est quoi? Monthly. Donc mensuel. Ici, c'est quoi? Mensuel. Ici, encore une fois, mensuel. Encore une fois, mensuel. On continue, il fait ses commentaires. On va pas faire la cinquantaine de pages, mais on va regarder quelques-unes. On va dire, on va s'arrêter à la page 25 et on va voir comment il fait ces choses-là. Donc ça, c'est un rapport de 2015 aussi, hein. Donc là, enfin, ça a été publié en 2015, mais c'est un rapport plus ancien. Et voilà. Là, on a quoi encore comme graphique? Un graphique annuel. Ici, c'est quoi? Un graphique weekly. Ici, c'est quoi? Un graphique mensuel. Qu'est-ce qu'on a encore ici comme graphique? Encore un autre en weekly ici. Vous voyez ici, là, vous le voyez là, weekly. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Weekly. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Du weekly. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Mensuel. Et avec ses projections et tous ses calculs et tout ce qu'il a comme indicateur. Et encore, qu'est-ce qu'on a encore ici? Encore une fois, c'est quoi ça ici? Là, comme on voit bien, c'est quoi? Là, on est en train de regarder du weekly. Et encore une fois, bah, ça continue weekly. Et voilà, donc on peut aller jusqu'au bout weekly. Vous voyez qu'on n'a pas vu de journalier, donc ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Donc vous voyez ici pourquoi. Lorsqu'on a vu Fundstrat au niveau, ce que faisait Tom Lee, ainsi de suite, ici au niveau de l'intelligence, qui faisait des stratégies weekly au niveau technique, et ben on voit que là, c'est ça. Il regarde les choses avec beaucoup plus de quoi? Ben, il regarde des tendances. Rappelez-vous que c'est quoi une trend? Une trend, c'est une tendance. Donc on va voir la tendance, comment elle va à long terme. Et c'est très important de pouvoir définir cela. On veut regarder la tendance, comment elle est et comment est-ce qu'elle va à long terme. Donc c'est très 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 important de pouvoir voir cela, de définir cela. Vous voyez comme eux, ils sont en train de le dire, ils veulent voir réellement la tendance, elle va où à long terme, on va dans quelle direction. Donc ça c'est ultra 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 important pour eux. Ok? Donc nous revenons ici, comme ça on ne perd pas ça de vue. Voilà, on en était où? Non, ça on a vu ça. Voilà, voilà, on revient ici. Voilà. Donc maintenant, on retourne ici. Donc on a vu exactement ce qu'ils ont, ce qu'ils payent. Donc vous voyez que ça coûte de l'argent de faire cela. OK?
Voilà, donc on a vu que ça coûte beaucoup d'argent de faire ce genre de choses et d'avoir accès à cela. Donc là, on a vu tout ce qui se passe au niveau de la recherche, des tendances qu'on voit, on voit que c'est des rapports qui coûtent, vous voyez, une moyenne. Maintenant, si on a besoin de beaucoup, donc on voit que ça fait beaucoup plus que ça au final dans notre chaîne de valeur. Au niveau de l'intelligence, on a vu qu'on avait besoin de quoi? On a vu besoin de stratégies de Fundstrat. Rappelez-vous, parfois ça peut être une seule et même boutique qui va nous le faire, ou ça peut être Goldman Sachs qui va nous le faire ou quoi que ce soit, mais ou bien ça peut être séparé. Ouais. Donc là, c'est très important de le voir. Donc maintenant, on va regarder un peu quoi au niveau de l'intelligence. Qu'est-ce que Fundstrat, ils sont en train de nous ramener. Et là, rappelez-vous, hein, vous avez leur page ici. Donc Fundstrat, ils sont là. Donc là, vous voyez, ici, c'est leur page. Comme ça, vous pouvez regarder ce qu'eux, ils sont en train de faire, ainsi de suite, les services qu'ils donnent et tout ça. Au niveau du risk management, vous avez du risk management ici. Donc il y a pas mal de boîtes de risk management. Vous allez avoir différents noms et tout. C'est une page où il y a tous les professionnels qui se retrouvent dessus. Et là, c'est quoi? Bon, au niveau de l'asset management, bah, le Grayscale est un asset management. Donc là, vous allez voir exactement qu'est-ce qu'ils font. Vous voyez que directement, bah, c'est ou pour les investisseurs, ou ici, pourquoi? Pour les advisors. Donc, tout ce qui sont consultants, conseillers, ainsi de suite et tout ça. Donc là, c'est pour l'un ou pour l'autre. Vous voyez, c'est ces données-là. OK? Alors maintenant, on va revenir un peu à Fundstrat et on va regarder un peu au niveau de ce qu'on avait vu ici, au niveau de l'intelligence, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi leur procédé. Et donc là, on avait un dernier slide et c'est celui-ci. Donc là, c'est très important de réaliser exactement ce qui est en train de se faire. Donc on a vu au début comme il disait ici, hein, leur stratégie weekly, ainsi de suite, mais on va aller un peu plus. Donc là, ici, quand ils font Street Research et Fundstrat différence, donc c'est la différence des autres boutiques et les leurs. Donc les autres sont quoi dans tout ce qui est à court terme? Eux, ils regardent quoi? Les cycles. Ils analysent les cycles. Donc quel cycle est-ce qu'on se trouve? Donc pourquoi? Pour des tendances qui sont vraiment fortement soutenues. Donc premier point. Numéro 2, et c'est quoi? Ils ne sont pas en train de réagir. Donc la réactivité, ça ne prédit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une news, il y a un catalyseur, vous voyez que boum, tout le monde réagit. Qu'est-ce qu'on voit dans le marché Bitcoin? Des pumps et des dumps. Donc ça, est-ce que c'est réellement quelque chose de factuel? Non. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Vu que leur stratégie elle est fondamentale, ils ont des indicateurs qui sont fondamentaux, ils peuvent quoi? Ils peuvent quantifier tout cela. Donc ils peuvent vraiment mesurer la puissance comment dirais-je, des tendances et ce qui est en train de se passer. Un exemple, hein, comme ça vous allez le comprendre. Imaginez-vous que la tendance elle est haussière et ici on a un catalyseur, c'est quoi un hack? Donc on va juste voir ça, donc ça évolue comme ça et tout d'un coup ici voilà, lors du hack ou bien lors d'un pump ou quoi que ce soit, ça fait juste ça rebaisse et ça redescend. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la tendance? La tendance elle n'a pas changé. La tendance elle reste haussière. Et ceux qui sont dans le court terme, eux, ils ont réagi ici. Ouais. Et ça, c'est juste quoi? Une heure. Au pire, quoi? Dans une journée. Comme ce que l'on voit. Mais ils ont perdu de vue quoi? La longue tendance. Donc, c'est très important de voir ce donc là. C'est ce qu'il veut expliquer par rapport à cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous ce que j'ai dit que vous devez retenir au niveau du particulier. Donc là, on revient rapidement. Donc on passe d'un slide à un autre. Mais bon, voilà. Ici, lorsque je suis dans mon groupe Facebook et Telegram et tout ce qu'il y a, j'ai rien payé pour avoir accès à ça. C'est quoi? On me donne des opinions. Et une opinion ne va pas me faire gagner de l'argent. Ce que j'ai besoin, moi, c'est de l'intelligence et des insights. Et moi, avoir un edge sur le market et non les opinions. Les opinions, j'en ai rien à faire. Donc oui, j'ai fait une vidéo d'ici parce que j'ai une opinion de ça, parce que j'ai ci, j'ai ça. Non, nous, on veut des faits. C'est avec des faits qu'on avance. Ok? Donc là, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Ils le disent bien eux-mêmes ici. Donc vous voyez ce n'est pas que moi qui le dis, c'est pas inventé. Il dit bien too many opinions. Donc trop d'opinions, ce ne sont pas des conclusions. Parce que oui, tu as ton opinion, c'est ça. Ouais, non, c'est une shitcoin. Ouais, non, c'est ci, c'est ça. Bon, et maintenant, quoi? On fait quoi ici? On la short. Si c'est une shitcoin, on la short. Comme beaucoup de gens aux States, ils disent que bah, tiens, Elon Musk et Tesla, ça ne vaut rien, c'est du caca. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont shorté. Ouais, et c'est tout. Donc c'est quoi ta conclusion? T'achètes ou tu vends? Mais ton opinion, on s'en fout. On fait pas d'argent avec ton opinion. Ouais, et ça, c'est le gros problème qui est aujourd'hui. Donc, beaucoup de particuliers sont piégés là-dedans, dans des sites où il n'y a que des opinions. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses qui peuvent sortir de là. Rappelez-vous, comme je dis au quotidien, moi, je suis là, j'utilise les réseaux sociaux, mais je dis bien, c'est pour orienter et inspirer à aller beaucoup plus loin. Et ça, rappelez-vous, ça, c'est factuel. Ça, c'est pas Fundstrat, ils ont un gros nom, ils n'inventent pas ça. Vous avez vu les clients qu'ils ont. OK? Donc, ici, c'est ça. Ils sont pas là pour donner leur opinion. Mais ils sont ici pour donner des signaux, parce que les opinions, c'est quoi? C'est du noise, donc c'est beaucoup de bruit. C'est le nez de tout ce bruit que l'on voit au quotidien, de ces pumps, et ainsi de suite. Nous, on est là pourquoi? Pour avoir quoi? Ils ont un système, ouais, systemic model. Donc, ils ont des modèles systémiques. Donc, c'est quoi? C'est un système qu'ils ont mis en place qui leur permet de quoi? D'arriver à des conclusions avec une haute probabilité de succès. Et là, je crois que c'est ce genre de speech auquel vous avez eu droit, enfin, vous avez droit avec moi au quotidien, c'est ça. L'information que l'on a, on va en tirer des conclusions, on va mesurer le risque et par rapport à ça, bon, on sait qu'on va être du bon côté du trade. Donc on doit anticiper. Donc c'est ça, avoir un edge sur le marché. On anticipe. Oui, c'est ça, c'est la clé. Hop là, pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a?
tout le monde a des consensus d'indicateurs. Donc, dans mon groupe Telegram, dans mon groupe Facebook, tout le monde sait quoi? Bah tiens, on aime tous, je sais pas quel crypto, Augur, ou enfin, je vais donner un nom là qui vient de loin, Stratis. Voilà, on aime tous bien Stratis. Ah ouais, bah on va tous acheter Stratis. Pourquoi t'acheter Stratis? Bah parce que l'autorité du groupe dans lequel je suis, Telegram, Facebook, voilà, il y a sur les 70 que l'on est, ben, il y a les 80% qui vont acheter Stratis et donc moi aussi. C'est un comportement moutonnier. Ouais, c'est sur base d'opinion. Mais moi, j'ai pas fait le travail. Vous devez faire le travail, vous devez analyser les choses. Rappelez-vous, le but ici, c'est quoi? Lorsque je suis en train de vous montrer ici, c'est que pour pouvoir réussir ici, vous, particulier, si vous êtes ici, vous devez émuler ce que fait celui-là. Comment il fait celui-là? Vous n'avez peut-être pas le même capital, mais ici, à travers Internet, à travers Google, à travers tout ce que l'on a, Investing, CoinMarket, Coinbase, ainsi de suite, on peut générer des choses clés. Et vous allez voir que c'est pas sorcier, mais il faut être discipliné. C'est ça, c'est émuler ce que fait l'investisseur. Ce que les vidéos modules, vous m'entendez dire vous m'entendez dire ça tout au long des vidéos modules, il faut penser comme un banquier d'investissement. C'est avoir leur mindset. C'est pourquoi eux, ils ont un track record de réussite. Le particulier n'en a aucun. Le particulier n'a aucun track record de réussite. Tous ceux qui sont ici n'ont aucun track record de réussite, aucun track record d'anticipation, rien de factuel qui a permis à des investisseurs sur base de recherche, d'insight, d'intelligence, de manipulation des données, d'avoir accès au marché avec une anticipation. Rien de tout cela n'a été fait. Et ici, je vais vous montrer ce que nous, on a comme track record pour nous. Ici, on a mis des exemples, des samples sur notre site internet. Vous allez voir ce que nous, on fait. Comment est-ce que nous, on a anticipé sur base de tout ce que vous voyez ici. Donc, vous allez voir que c'est possible de le faire. OK? Donc, peu importe vos ressources, mais le but, c'est quoi? C'est de bien utiliser ces ressources. Donc, vous avez vu, c'est quoi? C'est pas des indicateurs sur base de consensus, d'opinion, que tout le monde, OK, tout le monde a la même opinion, donc pourquoi je ne serais pas le seul à avoir perdu? Et si on gagne, bah, tant mieux. Mais oui, ici, c'est quoi? On a une base de données. On va dire que c'est quoi? C'est propriétaire. C'est-à-dire toutes les données que nous, on a récoltées, on les a modulées. Donc, on a fait quoi? De la manipulation des données que l'on a. On a eu des données qu'on peut avoir sur CoinMarketCap, sur CoinMarket, tout ce que vous voulez, sur Investing. Mais nous, on a créé quoi? Notre propre système propriétaire. Ouais. Et on a pu identifier ce qui est leading, donc c'est les indicateurs qui vont dire, bah tiens, ça, cet indicateur-là va nous permettre d'aller de l'avant, d'avoir un avantage sur le marché. Donc c'est un indicateur qui est un leader au niveau de quoi? Qui se rapproche de la tendance du prix, que le prix peut avoir dans le futur. Et d'autres indicateurs qui sont en retrait par rapport au prix. Donc il ne faut pas y prêter trop d'attention. Donc c'est très important. Donc c'est quoi? Ceux qui ont des graphiques avec plein de trucs tracés dessus, avec plein d'indicateurs, ainsi de suite. Non, gardez ça simple. Vous voyez que c'est une base de tout. Un mélange des deux que vous devez avoir, fondamental et technique. Donc vous voyez ici que tous ceux qui disent non, les analyses techniques, c'est du blabla, les pros ont les deux, fondamental et technique. Vous avez vu, et dans la Global Research et ici. Ils ont les deux, c'est un mariage des deux dont on a besoin. Et les données que l'on a, on doit en faire quelque chose, et là vous allez voir cela tout de suite. Ok? Donc là, voilà. Donc là, on a vu ces points-là. Maintenant, on va regarder un peu au niveau des données. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau des données? Lorsqu'on est là au niveau des données, on a quoi? Bon, on a vu le risque, vous avez vu Fundstrat. Maintenant, au niveau des données, on arrive à quoi? À Bloomberg. Et Bloomberg, c'est un terminal, c'est une solution pour les pros. Encore une fois, pour qui? Pour les professionnels. Donc, vous savez, c'est quoi? De quel genre de professionnel on est en train de parler? Donc maintenant, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? À travers cela, c'est de manipuler les données. Et c'est qui ces professionnels? Bien évidemment, portfolio manager, les analystes, buy-side traders, technologistes, des développeurs, des compliance, enfin tout ce qui est investissement, tout ça. Maintenant, c'est quoi? C'est avoir des données, pouvoir comment dirais-je, intégrer des données dans le Bloomberg, les modifier, faire ce que j'ai à faire des modèles de projection à trimestriel, semestriel, tout ce que je veux, donc tout, rapport de publication, tout ce que je veux, avoir tout ici, et moi avoir un modèle et faire quelque chose avec. Ça, on va voir ça. Donc là, vous allez voir ce processus aussi. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a quoi? L'accès au marché. Donc moi, c'est quoi? Coinbase, Binance, Kraken, je ne paye rien du tout, c'est gratuit. Qu'est-ce que je paye? Les commissions. Et maintenant, le pro, qu'est-ce qu'il a? Le pro, il paye un Prime Broker Service. Donc, un Prime Broker, donc c'est un broker de prestige qui va lui donner des services clés. Et donc là, ici, on a une définition de ce que c'est qu'un Prime Broker. Donc, on voit exactement c'est quoi. Donc, c'est tout un pack de services qui est offert principalement au hedge fund et tout ce que vous avez vu, un pension fund, multifund, wealth management, enfin tout ça, c'est à eux qu'on offre ce genre de service. OK? Et c'est un service qui est clé. Donc, c'est quoi le service Global Custody? Vous savez, ça, c'est un mot que vous entendez pas mal. Coinbase, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Du custody. C'est quoi? C'est du clearing, comme fait Goldman Sachs. Maintenant, ils font du custody et du clearing. Custody, c'est quoi? Maintenir ce que j'ai. Et asset servicing, c'est quoi? Au niveau de ça, mon actif, mon bitcoin que j'ai acheté, le wallet en sécurité, dans un hard wallet, dans un coffre-fort, dans un ci, dans un ça. Vous voyez? Tout ça, c'est dans le custody.
et encore pas mal d'autres choses qui donnent avec. Donc tout ça sont des services, comme vous voyez bien, c'est quoi? C'est peut-être customisé, donc personnalisé pour les besoins de mes clients. En commençant par quoi? Si c'est une seule personne, un investisseur accrédité, et ensuite ça va vers les institutions. Vous voyez la différence. Et ce service-là, ça se paye. OK? Et un exemple, c'est qui? Circle. Donc Circle, on a ça, ben on va trade crypto, voilà. I personalize trade starting at un quart de million. Et ils ont dit qu'ils vont l'augmenter à un demi-million. Donc oui, bah c'est ça. On va ici, ou un individuel ou une institution. Mais par exemple, si on va à individuel, on va cliquer dessus. Vous avez bien compris que c'est quoi? La nature, comme on a vu au tout début, hein, la nature de quoi? De personnes qui est quoi? Un investisseur accrédité. Et tu dois commencer à quoi? Minimum order size, donc les ordres minimum de 250 000 dollars ou l'équivalent, c'est quoi dans d'autres monnaies? Donc oui, là, directement, on vous dit, bah tiens, tu veux rentrer ici, tu veux trader ici? Ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà, qu'est-ce que tu dois être comme client? Ok? Donc vous voyez que là, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Et donc là, vous voyez ça. Donc ça, ici, on a vu quoi? Ben, que fait réellement le pro? Qu'est-ce qu'ils ont ici au niveau de la chaîne de valeur? Et maintenant quoi? Lorsqu'on calcule le tout, vous voyez qu'on a un minimum, vous voyez que même 75 000, c'est peu. Vous voyez que ce sont des personnes qui viennent opérer avec pas mal d'argent. Donc là, c'est minimum ce qu'on va payer. Peu importe ce que l'on veut. Mais il y a pas mal de services. Ici, on a pris le top des services. Donc les chiffres, ils sont là, vous les avez vus, ben, vous les regardez. Donc ça, c'est ce que eux ils font. Ça, c'est la différence entre le particulier, l'investisseur particulier, et ici, le sophistiqué, l'accrédité, le pro, l'institution, tout ce que vous voulez. Vous voyez que la chaîne de valeur n'est pas pareille. Maintenant, ici, on va regarder un peu, lorsqu'on a ces grosses entités, ben, qu'est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles font à l'intérieur? Donc, on va prendre des entités. Maintenant, on a regardé les investisseurs en qualité de personne, donc tous les services auxquels elle a droit et auxquels elle a accès. Donc là, elle va faire son menu comme elle veut. Maintenant, on va regarder une institution. Et directement dans les institutions, on va regarder, bah tiens, qu'est-ce qu'ils font eux, directement? Comment est-ce qu'ils opèrent ces gens-là? Ok? Donc là ici, on va aller quoi? On va lire rapidement ici, ressources des institutions. Donc là, on va regarder Goldman Sachs. Et on a quoi? Monsieur Osman Ali de Goldman Sachs. Maintenant, on va regarder ce qu'ils font. Pour investir, nous avons analysé l'occupation des parkings d'ITA par satellite. Donc on se dit, ah, waouh, c'est fort. Ne vous inquiétez pas, l'article, vous avez l'original, ou ça, ici. C'est cet article-là. Voilà. On a écrit en espagnol, mais là ici on a cela. Donc on va analyser ça et on va regarder réellement ce qu'ils font. Donc on continue. La banque américaine dispose d'une équipe de 60 physiciens, mathématiciens et ingénieurs qui collectent des millions de données. Ils utilisent des outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour chercher des opportunités. Mais c'est quoi apprentissage automatique? C'est au niveau des données. Goldman Sachs est une des plus grandes banques des États-Unis avec une capitalisation boursière de près de 100 000 millions de dollars, donc c'est 100 milliards de dollars. Osman Ali dirige l'équipe d'investissement quantitatif, une stratégie qui gère 135 milliards de dollars d'actifs. L'un des fonds qu'il gère a été reconnu comme le meilleur au monde en 2017, après avoir eu des retours de 67,5% en 5 ans. Donc ils ont un track record de 5 ans avec du succès. Donc ça leur fait une moyenne de 11 et des poussières par année. Ouais. Et c'est sur 5 ans. Donc chaque année, ils ont fait de l'argent. C'est ça la chose. C'est pas je commence aujourd'hui, tiens, en 6 mois, j'ai fait autant. Non. Tu vas être où dans 5 ans? Est-ce que tu vas continuer à monter? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que le système, la stratégie que tu as mis en place, est-ce que ton groupe Telegram, ton groupe Facebook, tes recherches Google vont t'amener à faire de l'argent de manière consistante dans les 5 prochaines années? Donc c'est quoi? 2023. Est-ce que tu seras encore là? Ou tu vas être du côté des 90, 90, 90? Vous voyez? Eux, non. Donc là, c'est pour ça que je dis que vous devez émuler ce qu'ils font. Eux, ils ont des track records prouvés. Donc les systèmes et les stratégies qu'ils ont, elles fonctionnent dans le temps. Donc lorsque les investisseurs bossent avec eux, c'est pour s'assurer que pendant 5 ans, je grossis. Donc si pendant 5 ans, j'ai ça, en 10 ans, j'ai fait un 100%. Et ça peut monter rapidement. Pourquoi? Il y a des intérêts enfin, ça c'est exponentiel. Ça dépend de l'année que l'on a. Mais au moins quoi? On ne perd pas. On a préservé le capital que l'on a et on avance. Ça, c'est la clé. Continuons. L'investissement quantitatif a commencé dans les années 70, en se concentrant sur la quantification et la modélisation des données. Oui, c'est ça l'importance, les données financières fournies par les entreprises, ainsi que sur la structure du marché, flux d'achat et de vente, évolution du prix, etc. Pour tenter de quoi? De prédire l'évolution des actions, priorité à cette approche. Les scientifiques plus aseptiques par rapport à une connaissance plus approfondie des intangibles d'une entreprise. Ok? Donc ça, c'est quelque chose de réellement fort, fort, fort ici. Alors on continue avec... Excusez-moi. Donc on était ici. Hein.
par rapport à une connaissance plus approfondie des intangibles d'une entreprise. Avec l'éruption, il y a 10 ans, du traitement massif des données, donc le big data, très important, c'est vrai que les données sont importantes, comme on appelle ce phénomène en anglais, l'analyse quantitative a complètement changé. Selon Goldman Sachs, 90% de toutes les données sur Internet ont été générées au cours des 2 dernières années, et seulement 2% sont analysées. D'ici 2020, on estime que la production annuelle de données atteindra les 44 zeta-octets, donc soit 4,4 milliards de gigaoctets. Lorsque nous avons commencé à utiliser massivement les données pour investir, nous nous sommes concentrés sur les nouvelles. Nous avons conçu des programmes très performants capables d'analyser en temps réel tout ce qui était publié dans une entreprise et donc de juger si la perception du public était positive ou négative, explique Ali. Donc maintenant quoi? On voit qu'il y a une équipe de geeks. Continuons. Son équipe ressemble davantage aux protagonistes de Big Bang Theory, donc avec Sheldon, vous connaissez tout cela, qu'à un groupe de requins financiers de Wall Street. Pour prendre des décisions d'investissement, l'équipe de managers s'appuie sur le rapport d'un groupe de 60 spécialistes de la technologie, avec une formation en mathématiques, physique, informatique et ingénierie, etc., mais aussi en linguistique ou en géographie. Les quants, tels qu'on les définit par ces profils professionnels plus techniques, cherchent des bases de données sous les pierres et créent des programmes et des algorithmes qui les transforment en informations précieuses pour prendre des décisions d'investissement. Et là, je vais vous montrer ce que ça fait. À mon niveau, nous aussi, on fait cela. Continuons. La variété des formations et des origines est large. Excusez-moi, là, ils sont en train de faire des travaux. Explique Ali. La variété des formations et des origines est large. Explique Ali. Il y a des... Attendez, on va bouger de pièce parce que là, ça va pas aller. Voilà, on a plus de calme, excusez-moi, c'est le direct. Donc, on va reprendre, hein, équipe de geeks. Son équipe ressemble davantage aux protagonistes de Big Bang Theory qu'à un groupe de requins financiers de Wall Street. Pour prendre des décisions d'investissement, l'équipe de managers s'appuie sur le rapport d'un groupe de 60 spécialistes de la technologie avec une formation en mathématiques, physique, informatique, ingénierie, etc., mais aussi en linguistique ou en géographie. Les quants, tels qu'on est définis par ces profils professionnels plus techniques, cherchent des bases de données sous les pierres et créent des programmes et des algorithmes qui les transforment en informations précieuses pour prendre des décisions d'investissement. Là, vous allez voir, c'est clé. C'est ce que vous allez faire avec les données. Qu'est-ce que ça veut dire? Les données que vous avez dans CoinMarketCap, Investing, ainsi de suite, si vous les prenez telles quelles, ben voilà, c'est juste quoi? C'est tout bête. Tout le monde a les mêmes données. Mais vous devez aller au-delà de ces données. Et maintenant, chacun doit avoir quoi? C'est pour ça que je vous parle toujours d'avoir votre système, votre stratégie sur base des commentaires quotidiens. Vous voyez que les données que vous avez, ben, vous devez les manipuler pour quoi? Ben, vous donner une tendance, une direction. Et là, tester cela. Donc faire un stress test de cette idée-là afin de voir, bah, tiens, si le risque ici, je l'ai sous contrôle ou pas. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Voilà. Ici aussi, j'avais laissé la fenêtre ouverte, donc excusez-moi, ça c'est vraiment du 100% direct. Alors continuons. La variété des formations et des origines est large, explique Ali. Il y a des compagnons d'ordinateur, des économistes, diplômés en art ou en histoire, mais toujours avec une caractéristique commune, ils doivent être capables d'être de bons programmeurs. Parmi les 3 autres gestionnaires du Goldman Sachs Core Equity Portfolio, donc c'est comme ça que ça s'appelle ce portfolio qu'ils ont là, c'est quoi? L'une est d'origine russe, donc Len Yoff, et est un génie des échecs, et un autre est japonais, donc Takashi Suwabe, qui lui est un expert du marché pour investisseurs institutionnels nippons, donc japonais. Parmi les différentes stratégies incluses sous la marque Core Equity, Ali est responsable des fonds ayant un profil de valeur d'investissement spécialisé dans la sélection des actions de sociétés solides et sous-évaluées avec de bonnes perspectives de croissance. Donc là, vous avez vu, il y a 2 mots-clés ici. La sous-évaluation, c'est là qu'on rentre dans un actif, mais pourquoi? L'analyse fondamentale que l'on va faire nous montre que quoi qu'il y ait une bonne perspective de croissance. Maintenant, mettons ça dans les cryptos. Les cryptos sont sous-évalués, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rentrer dedans. Il faut regarder, prendre les projets qui sont solides, ceux qui ont quoi? Une bonne perspective de croissance. Avec que tout ça, c'est peu importe. Vous voyez qu'ils sont multiclasses. Rappelez-vous, c'est multi-asset class. Maintenant ici, pensez à cela au niveau des cryptos. Vu que ça, c'est Goldman Sachs, s'ils rentrent dans les cryptos, voilà comment ils vont opérer. Ils vont les chercher sous-évalués, mais ils vont prendre les projets qui ont quoi? Une bonne perspective de croissance. Donc, ce n'est pas dit que le projet est à 20 cents, que demain, il va arriver à 20 000 comme le Bitcoin. Non. C'est quoi son cas d'utilité? Rappelez-vous, je vous l'ai dit. 2017, c'était un marché spéculatif. On a fait un crash test. On est arrivé à 20 000. Bien, c'est bien. L'euphorie est passée. Le particulier est hors de l'image. Maintenant, c'est quoi? Enfin, hors de contexte. Maintenant, il est mort et donc il n'a plus de capital. Il commence à être de plus en plus pessimiste. Maintenant, c'est quoi? Les pros rentrent. Et c'est ça, ils vont rentrer dans des projets qui ont une bonne perspective de croissance quoi dans le futur. Donc horizon 2023, 2025, ainsi de suite. Même disons 2030. Rappelez-vous qu'ils veulent des retours sur 5 ans. Donc dernièrement, on a vu le retour de Novogratz. Ils ont perdu dans le premier trimestre, ce n'est que 1 an, même pas, ce n'est que 3 mois, 90 jours, c'est rien.
La perspective, elle est à long terme. Ça, c'est cette année-ci. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commencé à investir? Ça, c'est autre chose. Continuons. Ils ont des actifs sous gestion de l'ordre de 35,5 milliards de dollars. Mais comment pouvez-vous tirer parti du traitement de données massifs pour prendre des décisions d'investissement, parfois en regardant du ciel? Donc là, maintenant, on voit comment est-ce qu'on traite les données. Rappelez-vous, c'est ce que vous permet de faire Bloomberg en connexion avec vos feuilles de calcul et différents modèles que vous allez pouvoir mettre sur pied. Donc, utilisation d'images satellites. La chose habituelle pour les gestionnaires conventionnels est d'attendre la publication des résultats trimestriels, donc les rapports tous les 3 mois, tous les 90 jours, d'une entreprise pour évaluer s'il faut augmenter ou réduire l'investissement. Donc, c'est quoi notre exposition? Donc, si les chiffres sont positifs, et ben on se dit, bah, tiens, on peut encore grandir, on peut encore avoir de la croissance pour le prochain trimestre, semestre et pourquoi pas année, et ben, tiens, on augmente. Vous voyez, rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est l'actif qui doit mériter votre capital. Ben, sur base de quoi? Bah, tiens, ici, j'ai des bons résultats. Ici, dans les cryptos, bah, c'est pareil. La crypto avance dans sa phase d'évolution. Techniquement, elle fait ceci, elle lance sa mainnet, elle est auditée, son code est bon, sa structure elle est bonne. Les smart contracts se passent bien, on voit des dApps qui sont créés ou peu importe. Bah tiens, elle est utilisée au quotidien, elle solutionne réellement des problèmes. Son offre, elle est soutenable et elle a une perspective de croissance pour les 5 prochaines années. Eh ben, petit à petit, nous aussi, on augmente notre exposition. Donc, vous voyez qu'ils ont une autre manière de faire et pas rentrer comme un fou. Pourquoi directement, ben, tiens, j'ai 10 000, boum, je mets 10 000 ici, après, boum, crack, ça se crache. J'ai mis 10 000 là ou 20 000 et c'est tombé maintenant là où c'est. Et maintenant, j'ai plus rien. Non, c'est pas intelligent du tout. Donc, rappelez-vous, vous devez émuler ceux qui ont des track records prouvés, pas des opinions. Donc, vous voyez ici, on reste factuel. Continuons. Il réévalue cela également lorsque les données macroéconomiques d'un pays ou les indicateurs avancés de la confiance des entreprises sont rendus publics. Nous essayons de devancer, anticiper, prédire le marché. Et c'est quoi? Avoir un hedge. Donc c'est prédire quoi? La direction des mouvements. Rappelez-vous, dessiner tout ce que vous voulez sur un graphique, faire un commentaire, une vidéo, on s'en fout. Le but du jeu ici, c'est quoi? C'est devancer le marché, anticiper le mouvement, prédire le marché et la direction. Donc en gros, on doit prédire le futur. C'est pour ça qu'on nous paye et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et lorsqu'on met du capital dedans, on retire plus. Donc tout le reste, c'est du blabla. Ici, on est factuel. Si moi, lorsqu'on me paye, vous allez voir pourquoi on me paye lorsqu'on est en train de faire nos monétisations, c'est pourquoi pour avoir un hedge sur le marché. Et on a un track record prouvé, on va vous le montrer ici avec 5 actifs où on a, comment dirais-je, fait le travail qu'on avait à faire et on va voir les actifs, ils étaient où ici. Donc on continue maintenant. Donc revenons là-dessus. Nous essayons de devancer, anticiper et prédire le marché, la direction des mouvements comme nous le pouvons, explique Osman Ali. L'une des techniques que nous utilisons est l'analyse des niveaux d'occupation des parkings des grandes chaînes de magasins, comme Ikea. Nous avons observé une image satellite du parking à un moment donné et nous l'avons comparé à celui enregistré la veille, ou le même jour il y a un an. Avec le niveau d'occupation du parking d'un concurrent, cela nous permet de prédire quelle sera la tendance du revenu de l'entreprise avant qu'elle ne présente ses résultats, explique-t-il. Vous voyez, le but c'est ça, c'est anticiper. On a les mêmes données que tout le monde, mais on fait quoi après? Continuons. L'équipe d'analyse quantitative de Goldman Sachs utilise également cette même technique avec des visites sur les sites web des entreprises grâce à des outils d'agrégation de trafic en ligne. Ils vérifient combien d'utilisateurs atteignent les pages d'une compagnie aérienne ou d'un commerce de meubles et tentent ainsi d'anticiper l'évolution des ventes en ligne en temps réel. Ça, je l'ai souligné en gras. Pourquoi? Parce qu'on a fait un type d'analyse pareil et on va revenir dessus. On l'a ici. Et vous allez voir ce qu'on en a tiré comme conclusion et on est arrivé à quoi. Donc retenez bien ça. Hein. Continuons. Nous utilisons également des données sur l'emplacement exact des magasins. Où vendent-ils exactement? Où avez-vous les bureaux centraux? Où sont vos usines? Et nous croisons ces données avec des données sur l'évolution macroéconomique. Sont-ils situés dans des endroits qui se développent ou se contractent? Dit Ali. Maintenant, regardons un peu leur processus d'investissement. Le processus d'investissement est basé sur une sélection du vaste univers de sociétés dans lesquelles ils peuvent investir. Les caractéristiques qu'ils recherchent s'apparentent à celles d'autres gérants spécialisés dans le style d'investissement en valeur, des entreprises à forte activité sous-valorisées. Donc toujours quoi, on rentre toujours dans un niveau où c'est sous-évalué. Donc par rapport au prix du marché, on dit non, elle vaut beaucoup plus. Et c'est quoi? Ces entreprises-là, elles peuvent bénéficier de grandes tendances haussières du marché et qui sont bien perçues par le public. La grande différence avec d'autres entreprises est que l'équipe Goldman recherche des sources d'informations alternatives ou du moins une approche différente des données publiques. Rappelez-vous que tout ce qu'on a comme données, elles sont publiques. Oui, pour essayer de se distancer de l'information que tout le marché a. Donc tout le monde a CoinMarketCap, tout le monde a CoinClickUp, tout le monde a Investing. Mais maintenant, c'est quoi la différence? Vous voyez, rappelez-vous, vous avez vu, ce n'est pas une opinion qu'on cherche. Nous, on cherche à anticiper le marché. Et c'est pour ça qu'on doit manipuler le data et avoir des modèles. Et ça, c'est dans notre stratégie. Donc, on a différents scénarios et par rapport à ça, on va où est le risque pour nous et on se dit, bah tiens, s'il se passe ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et tiens, on va voir si cette tendance se maintient. Vous voyez? Un exemple ici.
Un bon exemple est ce que nous faisons avec les communiqués de presse et les présentations que les entreprises offrent tous les trimestres pour expliquer leurs résultats. Nous ne restons pas dans les chiffres, nous avons nos propres programmes qui sont capables d'analyser quel genre de mots sont utilisés. Nous surveillons les discours des PDG et voyons s'il y a des adjectifs qui ont été utilisés pour la première fois, sans ton positif ou négatif. S'ils parlent de problèmes semblables à ceux de la compétition, ce sont des données très précieuses. Donc rappelez-vous, ça c'est quelque chose que l'on fait. Vous voyez que lorsque moi, vous m'entendez dire que Bill Gates, ici, je vois que, tiens, c'est pas clair ce qu'il dit, ou Larry Fink, avec l'intérêt de sa société BlackRock, pardon, pour les cryptos et le blockchain, pourquoi ce sont des personnes qu'on analyse. Même si on n'a pas d'algorithme, on les connaît, on les regarde bien, on sait comment ils parlent, on connaît leur gestuelle, leur expression corporelle, et on les suit. Ça fait plus d'un an qu'on suit ces personnes, donc on sait exactement ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire. Et on le voit. Et donc on sait que, tiens, là, ils ne parlent pas comme ça d'habitude, donc on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc vous voyez à quel niveau ça va. Donc ça a toute son importance. On continue. Les résultats de gestion soutiennent sa stratégie. Il y a quelques semaines, le cabinet d'analyse de fonds Morningstar a reconnu le fonds Goldman Sachs Global Core Equity comme le meilleur fonds d'action mondial, une catégorie dans laquelle des centaines de fonds d'investissement du monde entier sont en concurrence. Ce véhicule a atteint une performance annuelle moyenne de 13,5% au cours des 5 dernières années. En plus de la recherche à la loupe et ordinateur, les déclarations et les chefs d'entreprise, Osman Ali et son équipe analysent méticuleusement le ton des nouvelles publiées sur chaque entreprise. Les journalistes connaissent souvent le secteur en profondeur et leur vision d'une entreprise est bien informée. Écoutez bien, un journaliste qui est spécialisé dans un secteur, pas une personne à Cointelegraph qui est, je sais pas quoi, qui s'intéresse au blockchain. Donc faites très attention. Je vous dis toujours que dès qu'il y a des infos, faites très attention à qui l'écrit. Il y a des journalistes qui sont accrédités, qui sont spécialisés dans l'industrie technologique. Donc ceux-là, il faut les écouter parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ça fait des années qu'ils suivent ça. Ils connaissent les CEO, ils vont voir les CEO, ils ont des accès, ils savent ce qui se passe. Ils ne donnent pas leur opinion, mais ils rapportent ce qui se passe au sein de la compagnie. Donc faire très attention à cela au niveau des news. Au lieu de cela, ils accordent moins d'attention à toutes les informations provenant des réseaux sociaux. Il y a trop de bruit. Rappelez-vous, on a vu ce mot-là, du noise, au niveau quoi? Quotidien. Et c'est ce qu'on voit tous les jours des articles, 1000 fois le même article. Pourquoi? Ouais. Ça, c'est les réseaux sociaux. Les opinions. Nous ne savons pas exactement qui fait un commentaire ou une critique. On ne sait pas c'est qui. Est-ce que tu es accrédité? Est-ce que tu as un track record qui nous prouve que voilà, on doit t'écouter, toi? Pourquoi on doit t'écouter? Est-ce que tu as fait générer 1 milliard? Est-ce que tu as fait un business pour une société qui a fait de l'argent grâce à tes publications? Et pas une fois, mais plusieurs fois. Tu vois, ça c'est très important. Donc là, faites attention. C'est un particulier dans un groupe dans lequel il y a d'autres particuliers qui n'ont aucun track record prouvé, qui ne sont pas des professionnels dans ce qu'ils font, ni dans la recherche, ni dans l'analyse, ils donnent juste leur opinion. Quand ils sont contents parce que le Bitcoin est monté, c'était rentré à 10 000 et c'est monté à 12 000, et quand ils sont mécontents parce qu'ils sont rentrés à 20 000, il est tombé à 6 000. Donc faites très attention. C'est un terrain qui se prête trop à la manipulation. C'est pourquoi nous croyons qu'il ne fournit pas beaucoup d'informations précieuses pour décider où et dans quoi investir. Donc vous voyez, c'est ça, ce sont des opinions. Mais est-ce que lorsque vous êtes dans ce groupe, est-ce que ça rapporte de la valeur? Et vous avez vu dans la chaîne que non. Une autre histoire de succès de sa stratégie est en relation avec les compagnies aériennes. En 2015, le pétrole était très bon marché. Donc vous voyez ici, on parle d'actions, mais regarde le pétrole. Vous voyez qu'ils sont multi-asset class. Ils ont des tendances générales globales qui leur permettent de prendre des décisions. Donc écoutez bien, le pétrole était très bon marché et les indicateurs de consommation étaient positifs. Deux facteurs qui contribuent à la vente de billets d'avion et la réévaluation des compagnies aériennes. Cependant, les citations étaient stagnantes parce que c'était à cause de l'épidémie d'Ebola en Afrique. Vous avez vu, on parle de pétrole, billets d'avion, consommation, une maladie en Afrique. Maintenant, écoutez quoi? Les investisseurs accrédités et les sophistiqués avaient eu peur que cela s'étende hors du continent et se propage ailleurs. Nous avons décidé de quitter les compagnies aériennes, donc on sort, on liquide nos positions et de suivre la conversation mondiale sur le virus Ebola. Donc on suit ça de loin. Donc on a ça dans notre watchlist et on continue à le suivre. Dès que l'intensité est tombée, nous nous sommes encore repositionnés et ce fut un succès. Un exemple concret qu'on a vu ici, rentrons dans le monde crypto, EOS. Qu'est-ce que je disais? EOS était haussier, moi j'étais dans EOS. EOS atteint un haut, lancement de la mainnet, problématique. Qu'est-ce que j'ai dit ici sur le canal? Vous l'avez là en archive. Je suis sorti de EOS, commencé à shorter EOS. EOS est revenu à la baisse, on a vu les problèmes qu'ils ont, je suis hors de EOS. Maintenant quoi? Je continue à garder les EOS en watchlist. Et maintenant quoi? Au fur et à mesure où ça va redevenir positif, je rentre petit à petit. J'ai jamais dit que EOS était un projet qui n'était pas bon, j'ai bien dit ils ont un problème de gouvernance. Qui dit problème de gouvernance, je ne suis pas dedans. Donc là, j'attends, je regarde. Quand ça redevient positif, quand la machine est repartie, là maintenant je vais rentrer petit à petit. Pourquoi? Un futur succès. J'ai déjà des indicateurs de quoi les 23-24 dollars au-dessus, mais pour le moment on est loin de cela. Donc vous voyez que ça, ce qu'ils font, vous pouvez le repasser ici au niveau crypto et c'est tout à fait soutenable. Ok?
Continuons maintenant. On va regarder qu'est-ce que fait Thomson Reuters. Et qu'est-ce qu'on a vu Thomson Reuters? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Thomson Reuters lance un indice de sentiment de confiance Bitcoin pour les traders crypto. Mais pas, c'est qui ces traders crypto? On va savoir c'est qui. Thomson Reuters Corp a pour mission de suivre et d'analyser les discussions sur le Bitcoin sur des centaines de sites d'information et des médias, donc réseaux sociaux, afin d'aider les investisseurs, encore une fois les sophistiqués, les accrédités, à prendre une longueur d'avance. Vous voyez c'est quoi? Une longueur d'avance. Toujours être en avance. J'ai la même information que tout le monde, mais qu'est-ce que je fais? Mais comment est-ce que j'ai une longueur d'avance? En manipulant l'information que j'ai dans mon database. Donc en créant des modèles. Et là, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, à prendre une longueur d'avance dans la négociation de la plus grande crypto-monnaie au monde, donc le Bitcoin. Une nouvelle version de ces Market Psych Indices. Donc, Indices, donc là, je vous l'ai montré dans une des vidéos du Crypto Rapport il y a 2 semaines, du samedi. Il y avait une vidéo et là, il y a le lien ici. On va, enfin, vous allez la voir, donc il n'y a pas de problème. En collaboration avec Market Psych Data. Donc, vous voyez encore une fois des boîtes de data. Une société de recherche en économie comportementale qui analysera plus de 400 sites web, dont certains sont spécifiques aux crypto-monnaies, donc CoinMarketCap, CoinChecker, Coin, tout ce que vous voulez, afin de capter les sentiments et les thèmes du marché selon Thomson Reuters. Creuser à travers le bavardage du marché et l'analyse du sentiment en ligne a longtemps prouvé être très populaire parmi les traders de classe d'actifs traditionnels. Vous voyez que même, comme on l'a vu avec Goldman Sachs, mais rappelez-vous, quand on parle de traders, ce qu'on voit, ce sont des institutions, des traders d'institutions, comme vous avez vu les traders du buy side et les traders du sell side. Le boom des prix des crypto-monnaies au cours des dernières années a stimulé une énorme industrie en ligne où les individus échangent des idées de négociation dans les forums et les sites d'information sur les derniers développements dans l'industrie. Donc, vous voyez, c'est quoi votre groupe Facebook, Telegram? Maintenant, y a-t-il réellement de la valeur? Qui échange? On a bien dit, ce sont des individus. Écoutez bien, ils ont fait une différence. On a bien dit où les individus. On n'a pas parlé d'investisseurs, on a dit des individus. C'est quoi un individu? C'est un retail, un investisseur classique, particulier. Ils échangent des idées. J'ai fait ça dans mon graphique, regarde ici, parce que je vois une résistance là, non, ça peut se baisser là. Oui, il y avait une news là, ouais, on a dit ça dans le groupe là-bas, ouais, il y a une news ici, ouais, Mike Novogratz a dit ici, ça, ça, ça. Tout le monde a la même news. Et les 1000 sites, comme on voit ici, je sais pas combien, 400 sites, je sais pas combien qu'ils ont analysé, qui font pareil. Où est mon edge sur le marché? Vous voyez, la clé, elle est là. Continuons. De nombreux analystes ont lié l'activité en ligne, par exemple Google Recherche, Bitcoin, avec le prix de la crypto-monnaie la plus connue. Et là, comme on va dire ici, faites attention à ce que vous voyez parce que ça c'est oui et non. Pourquoi? Ce n'est pas fiable. Google Recherche, ça ne veut pas dire que je vais trader. Google Recherche, c'est pas Mike Novogratz. Google Recherche, c'est une personne qui va acheter minimum un Bitcoin. Mais un Bitcoin, ça ne fait pas bouger le marché. Ça, c'est pour mesurer. Comme on dit, écoutez bien, leur indice, c'est quoi? Psych. C'est quoi? C'est le sentiment du marché. Est-ce qu'on est haussier ou baissier? Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui recherchent cela, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt. Vous voyez, donc là, il faut bien comprendre, il faut bien dissocier les choses, pas tout mélanger. Pas dire, ah bah tiens, ils ont dit ça, bah tiens, c'est haussier. Non. Ça, c'est une des parties. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas la base de nos analyses et c'est pas sur base de ça uniquement que l'on va acheter du Bitcoin. Ça, c'est une partie de nos analyses. Continuons. Les nouvelles et les médias sociaux conduisent le processus d'investissement et de gestion des risques plus que jamais avec la hausse continue du trading passif et quantitatif. Donc, oui, eux aussi, a déclaré Austin Burkett, responsable mondial de Quant and Feeds chez Thomson Reuters. Le prix du Bitcoin a progressé de plus de 1300% l'année dernière, alors que les investisseurs se sont regroupés. Et puisque le pic a atteint près de 20 000 en décembre et a perdu plus de la moitié de sa valeur, il tradait autour de 9 600 sur l'exchange luxembourgeois Bitstamp lundi 12 mars 2018. Donc là, c'est par rapport à cette situation de marché. Donc là, vous avez les liens. Et donc ça, on va revoir ça où? Ici. Donc là, vous avez l'article ici sur Goldman Sachs, l'article ici de Reuters et la vidéo où ils parlent de leur fameuse Market Psyche. Oui, ça, c'est là. Maintenant, comme je vous ai dit, maintenant, vous me dites, bah ouais, bah Serge, bah c'est bien, tout ça, on a lu, ainsi de suite. Maintenant, bah voilà, comme je vous dis, nous, on va vous montrer, nous, rappelez-vous, on n'est pas une école de trading, c'est une boîte de consulting et de recherche. Nous, ici, lorsque vous allez un peu plus bas, vous allez voir ici au niveau corporatif, on a quoi? Ce qu'on a fait au niveau des analyses d'actifs et analyses de secteurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va regarder cela. On va regarder, nous, comment est-ce qu'on a eu des données, donc au niveau fondamental et, comment dirais-je, et quantitatif, on a fait un modèle qui nous a donné une conclusion. Rappelez-vous, c'est pas du bruit, c'est une conclusion pour dire tiens, cet actif ici, là, ci. Donc un actif et plusieurs actifs mis en commun. Donc là, vous voyez, vous pouvez voir cela ici. Lorsque vous venez dans tout ce qui est service corporatif, ici beaucoup plus bas, et ici, donc analyse et investigation d'actifs, et analyse et investigation de secteurs. Donc là, cliquez là pour voir les PDF, et ici, on va aller voir ici, on va commenter cela, et après, on va regarder, bah, tiens, les actifs que nous, on avait analysés, bah, tiens, ils sont arrivés où après?
Ils ont été où et ça a fait quoi? Donc on va commencer par l'analyse ici de secteur. Et c'était le secteur quoi? Secteur Internet. Donc maintenant on va regarder à la date à laquelle cette analyse avait été faite. Donc l'analyse a été faite ici quoi? Secteur Internet, le 17 mai 2018. Et ça c'est Sergio, donc l'autre Serge, donc l'autre partenaire ici avec moi qui a fait cela. Donc il donne le résumé, le côté abstrait, l'introduction et ainsi de suite, tout ce qu'il a, tout ce qu'il voit, donc tous les fondamentaux, la tendance, tout ce qu'il y a. Maintenant il va quoi? Il va déterminer l'efficacité et l'efficience et là c'est ça qu'il va commencer à utiliser. Il va déterminer quels sont les inputs, donc quelles sont les données qu'il va utiliser, donc les inputs et les outputs des compagnies. Ainsi de suite, il va voir d'où donc tout qu'il a pris quoi du site de la SEC et ainsi de suite et tout ça, donc là tout est disponible là-bas. Et maintenant voilà. Donc au niveau des outputs, qu'est-ce qu'il a fait au niveau de toutes les compagnies qui opèrent sur Internet, il a pris quoi comme, comment dirais-je, au niveau des outputs, ce sont les visites et qu'est-ce que la compagnie a généré. Ça, c'est les outputs, donc les visites de ces pages web et ce que la compagnie a généré pour voir s'il y a une relation entre les deux. Et maintenant, les inputs, c'est quoi? Le nombre d'employés, les frais et les actifs qu'a la compagnie. Donc ça, c'est ce qu'il a utilisé comme modèle. Vous voyez, tout est là, toutes ces données sont là. Ensuite, ces données sont quoi? Bon, là encore, il y a, comment dirais-je, le coefficient de corrélation de Pearson qu'il a utilisé. Donc, une des formules qui a été utilisée ici. Ensuite, le calcul de l'efficience, voilà. Il a généré un tableau dans lequel il a rentré tout ça. Et tout ça, vous voyez que là, si on vous donne ça, ça ne parle pas. Rappelez-vous ce que Global Macro a dit au début. Ça ne parle pas à l'investisseur particulier. Si on vous donne ça, on ne comprend pas. Donc ça, il faut, comment dirais-je, l'interpréter après. Oui. Donc, quand tout est rentré ici, tout ça, ça donne quoi? Ça donne pas mal de combinaisons. Et ces combinaisons ici, elles sont notifiées avec ces alphanumériques A, B, C et 1, 2. Oui, donc tout avec les différents inputs et les outputs qu'on en a eu, ben voilà, tout est notifié et tout, comment dirais-je, comment dirais-je, tous ces numéros-là, ben voilà, ça représente quelque chose. Ensuite, il a encore utilisé une autre formule, et cette formule ici, sur base d'un modèle, pourquoi lui permettre d'arriver à quoi? Ben, à la finalisation, ben, le modèle d'efficience et d'efficacité, enfin d'efficience et d'efficacité. Et donc là, vous voyez, c'est la formule qui a été utilisée. Donc là, je passe en vitesse parce que voilà, on va pas commencer à aller très loin là-dedans. Et les compagnies clés, hein. Donc les compagnies qui étaient visées ici, c'était les fameux FANG. Donc tout ce qui est FANG, c'est connu comme les GAFA, donc Facebook, Amazon, Netflix et Google, mais bien évidemment avec d'autres compagnies. Donc on voit tout ce qu'il a utilisé pour faire cela, ainsi de suite, toutes les tables, les poids, enfin tous les composants qu'il y avait, les différents facteurs. Donc là, vous voyez, blablabla, voilà, on arrive ici. Maintenant, on arrive à quoi? À ce qu'il y avait en général, et maintenant on regarde quelles sont les compagnies qui étaient sorties du lot ici. Et rappelez-vous, ici c'était pour déterminer ben quoi, dans tout ce qu'on avait ici, on a bien vu que qu'est-ce qui arrive toujours en tête, ben, c'était les fameux FANG, donc Facebook, Amazon, Netflix et Google qui étaient ici, qui étaient les compagnies clés qu'on regardait, ben tiens, est-ce qu'elles continuent à aller de l'avant. Donc après on a cela, on a eu ce tableau-là. Donc ça, après, c'est fini. Donc après, encore une redéfinition au niveau de ce qu'il est en train de voir par rapport au suivi de ces compagnies, si c'était efficientes, ainsi de suite, au niveau des... tout ce que vous avez vu, hein, donc les visites Internet, ce qu'elles avaient au niveau des revenus qu'elles avaient générés, les employés, les actifs et, comment dirais-je, et j'ai oublié c'était quoi le troisième. Mais bon, soit, tout ça c'est pourquoi tout ça? Tout ça c'est pour définir, bah tiens, est-ce qu'il faut investir dans ces compagnies? Est-ce que ces compagnies maintenant, quand on revient aux années 2000 et qu'on regarde maintenant et qu'on voit maintenant l'efficacité par rapport à la rentabilité, que maintenant on fait une projection dans le futur, donc avec les données que l'on a eues, donc vous voyez ici c'est toujours par rapport à ces compagnies-là, donc Facebook, Google, Amazon et Netflix, est-ce que principalement celles-là? Bon, on voit que oui, ça, ce sont des compagnies qui sont OK. Maintenant, regardez bien, on n'a pas donné une opinion, on a donné une conclusion. Quelle est la conclusion ici qu'il faut faire? Que le secteur technologique et toutes ces compagnies-là, ça, c'est ça qui est en train de frapper fort aujourd'hui. Et maintenant quoi? Bah, ces compagnies-là peuvent continuer à aller de l'avant. Donc là, ça peut encore continuer à prendre de la force dans le futur. Donc il y a des fortes recommandations ici de quoi? D'être investi dans ces compagnies. Donc là, tout ce qu'il y a, tout le travail, comment ça a été fait. Donc là, je vais vite hein, pour pas trop perdre de temps, vu que là, bon, ça va être compliqué de commencer à vous expliquer tout ça. Mais maintenant, nous, c'est quoi? On a vu ça, maintenant d'arriver à une conclusion. Rappelez-vous, c'était une conclusion qu'on a eue. Maintenant, regardons. L'analyse a été faite ici au 17 mai 2017 et voilà, ça c'est Amazon. Amazon est ici. Donc recommandation d'achat, rappelez-vous, pas une opinion, recommandation d'achat, mesure du risque et tout ce qui va avec. Et ça c'est une partie du travail que vous avez vu. Il y a un autre travail de gestion du risque et pas mal de choses. Mais ça c'était quoi? Les inputs, donc ça c'est le côté manipulation de data. Avant ça, on a fait quoi? Une recherche pour déterminer que c'était ce secteur-là qui était en boom. Donc tout ce qui était trending, donc c'était tendance, c'était ça. Et après, déterminer les acteurs clés, avoir une stratégie et se dire, bah tiens, ici, dans quoi est-ce qu'on va investir? Bon, on a ceux-là qui se démarquent. Après, une stratégie d'intervention. Et après quoi? Une gestion du risque, money management. Et boum, on est parti. Donc ouais, les FANG, donc Facebook, Amazon, Netflix, Google, au moment de l'analyse ici, donc en dessous des 1000 $, aujourd'hui quoi? Là où on en est, donc malgré même les hauts, ainsi de suite, aujourd'hui quoi? 91% de retour. Donc une fois
Netflix numéro 2 au moment de l'analyse, ici aux alentours des 150 et des poussières de dollars. Ici, aujourd'hui, malgré même après la baisse, ben, toujours un retour de combien? De 122%. Ensuite, autre compagnie, Google, donc c'est quoi? C'est Google, donc G-O-O-G-L, donc la classe A de l'actif au moment de l'analyse ici, après 32% de retour maintenant, actuellement. Donc là, la tendance, et c'est maintenu. Ensuite, ici, c'est quoi? Facebook au moment de l'analyse. Facebook aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a eu, les scandales des Cambridge Analytica, ainsi de suite, il y a toujours un retour qui est fait depuis, comment dirais-je, depuis l'analyse avec les hauts, c'était 30% plus ou moins, mais maintenant avec la baisse qu'on a subie la semaine dernière à cause de la publication et tout ce qui leur est tombé dessus, donc ce qui s'était passé, on a vu les effets aujourd'hui, Facebook est à combien? Il y a toujours 13%. Donc ici, ces compagnies sont à la hausse. Donc vous voyez que nous, on a eu les données, on a manipulé les données, on a créé notre propre modèle, boum, on est allé de l'avant. Donc on a eu un edge sur le marché. On a utilisé ce qui était public, on a modélisé cela, et voilà ce qu'on a fait. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Donc lorsque vous m'entendez dire qu'on est une boîte de recherche, eh ben, c'est ce qu'on fait, nous, au niveau de la recherche. Ça, c'est factuel. On a anticipé le mouvement et aujourd'hui, on en voit. Donc là, 1 an plus tard, 1 an et 3 mois plus tard, voilà, on en est où. OK? Donc ça, c'est factuel. C'est pas du rêve, c'est pas du ci, c'est pas du ça, ça c'est réel. Maintenant, autre analyse que l'on a fait. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il y avait d'autres compagnies aussi européennes qui sont pareilles. Et là, une compagnie ici, donc pourrait que ça, n'a rien à voir avec les États-Unis, ça c'est au mois de février. Encore une autre analyse de Sergio ici pour la compagnie Amadeus. Encore une autre chose qui avait été proposée ici. Et maintenant ici c'est quoi? Même chose, manipulation des données, tout ce qu'il y a dedans, revenir sur la compagnie, l'action, qu'est-ce qu'elle a, et encore une fois quoi? Tirer une conclusion. Donc déjà Amadeus, bah, c'est quoi? Un résumé de la compagnie, l'histoire de la compagnie, comme vous voyez ici, toute son historique au niveau des prix. Là c'est quoi? C'est les derniers fondamentaux qu'il y a eu, donc voir exactement bah, qu'est-ce qu'ils ont, ça c'est vraiment son statut, un point clé. Donc après, ben voilà, encore pas mal de news, tout ce qu'il y a au niveau de, comment dirais-je, des news en relation avec cette compagnie, tout ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est toujours tout ce qui est statut financier, la structure du capital au sein de la compagnie, tout ce qui est en train de se passer, ainsi de suite. Donc, vous voyez toutes les données, donc tout ce qui est vraiment fondamental ici. Ouais, tout ce qu'il y a exactement, la compagnie, bon, blablabla, blablabla. Tout ça, ça continue ou ça cotise. L'évolution de la cotisation au niveau de, comment dirais-je, de la bourse. Voilà, ça continue encore. L'explication des mouvements, donc là, il est venu expliquer qu'est-ce qui se passe réellement au niveau des mouvements. Donc là, en relation avec les fondamentaux, l'explication qui est là, qui est clé, où on se trouvait. Ensuite, quoi? Bah là, maintenant, il commence à faire quoi? Là, maintenant, on va commencer réellement dans tout ce qui est projection, ainsi de suite. Donc, vous voyez les différentes projections, les différents cycles, comme vous voyez les fameux A, B, C, D, et ainsi de suite, et tout ça, en comparaison avec le Nasdaq, ainsi de suite. Donc là, qui sont les corrélations, on commence à chercher les corrélations. Vous voyez ici, là, chercher les coefficients de corrélation entre l'IBEX 35, le Nasdaq, ainsi de suite, et pas mal de choses. Donc, tout ce qui a été utilisé, donc tout ça, c'est toujours quoi? Toujours au niveau des données, tout ce qui a été fait. Et là, bon, ça continue, ça continue. Les cycles des dividendes, ainsi de suite, donc le rapport par rapport à ça. Et maintenant, quoi? À la fin, là maintenant d'arriver aux conclusions. Donc vous voyez ici c'est quoi? Qu'on peut toujours avoir une grosse quoi. Les bénéfices peuvent continuer à augmenter de 8% durant quoi la période de 2017 à 2022. Donc vous voyez qu'on s'est projeté jusqu'à 2022 pour voir ce qu'il y avait. Et là maintenant ici quoi? Là l'action était à ce niveau-là et là c'est quoi les probabilités d'évolution de la cotisation de l'action dans un canal haussier. Vous avez bien vu l'horizon 2022. À ce moment-là l'action est en dessous des 50 euros. Maintenant, ça, rappelez-vous, c'est une partie de l'analyse. Les autres parties d'analyse, on ne peut pas comment dirais-je, les rendre publiques, mais on met ce qu'on peut rendre public. Et vous voyez, ça, c'est factuel. Donc là, rappelez-vous, Amadeus au moment de l'analyse, le 6 février, et voilà Amadeus aujourd'hui. Il a dit quoi? Il a bien dit que ça, cette compagnie va continuer à évoluer jusqu'en 2022. Donc ça, c'est juste une partie, et c'est quoi? 77%. Donc vous voyez que là, on est venu avec une conclusion, avec des dates clés, et on va voir comment on va être. Donc de 2017 à 2022, il y a 5 ans. Que déjà maintenant, lorsque ça s'était présenté, ben, les résultats ils sont là. Donc vous voyez, ça c'est la différence entre ce que fait le particulier et ce que fait le pro au niveau de la recherche. Quand on a des données, on a les mêmes données que tout le monde, les mêmes sites que tout le monde, investing, ainsi de suite, mais qu'est-ce que nous on fait avec les données? Comment est-ce que nous on manipule les données? C'est là qu'on a un edge, on a un système en plus. Donc là c'est quoi? C'est du quantitatif et tout ce qui va avec. Et là pour vous en donner, comment dirais-je quoi, un exemple clé, on va finir avec ça, comme ça on n'a pas besoin d'étendre cela bien longtemps. Vous avez déjà vu les feuilles de calcul que j'utilise, bah, c'est ça, ce sont des données qui sont publiques, qui sont disponibles là partout, comme on voit ici les données au niveau du gold. Oh, attendez, là il a encore recommencé à dérailler. On va attendre qu'il se réactualise, vu que là, lorsqu'elle n'est pas utilisée, comment dirais-je, ça prend un temps pour recharger, pour se remettre à jour.
les cryptos. Ouais, donc là, comme hier, ça déraille toujours. Bah voilà, là, ça s'est mis à jour au niveau du gold. Vous voyez, ça, c'est les données qui sont techniques. Donc ici, là, par rapport à un mois de données que j'ai ici, bah là, par rapport aux données encore que j'ai ici, bah directement, bah quoi, ça rentre ici. Et ici, c'est quoi? Il y a différents profils de risque. Donc ça, c'est une partie. Avec ça encore, maintenant, là, j'en avais déjà parlé, mais on est en train de travailler sur quoi? Vous avez vu quelque chose qui peut scanner aussi Twitter, scanner Facebook, scanner des discussions et ainsi de suite par rapport au gold, mais même pas, peut-être pas par rapport au gold, mais plutôt par rapport aux crypto. Quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Pourquoi? Parce que les modèles aussi, il faut essayer des modèles. Et il faut tester des modèles, bah, voir ce qu'il y a, voir ça fonctionne si, ça fonctionne pas, et ainsi de suite, modéliser le tout. Rappelez-vous qu'à partir des données que l'on a, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc ça, vous avez vu que ça, c'est au niveau des données, au niveau du prix, pour avoir comment dirais-je, une modélisation. Mais avec ça, on peut aussi utiliser quoi? Les données fondamentales du gold. Donc l'offre et la demande. Bah, tiens, combien d'or a été miné? Combien d'or est parti dans l'industrie de Intel pour, je sais pas, faire des chips? Il y a une partie d'or dans les chips. Combien d'or est parti chez les joailliers pour faire des bijoux? Combien d'or a été gardé est parti dans quoi a été acheté au niveau d'investissement pour de la couverture pour des portefeuilles de grandes institutions ou d'un autre côté quoi, bah, regardez ce que la demande au niveau des banques centrales vu qu'elles se couvrent aussi avec ça. Donc ouais, tout ça ce sont des données que l'on peut avoir et maintenant bah tiens faire des modèles. C'était comment l'année passée, dans les 5 dernières années, aujourd'hui on en est où? Si dans la situation économique dans laquelle on est ça continue comme ça, bah tiens comment peut être la demande par rapport à ce qui a déjà été miné. Vous voyez, plus ou moins ça, on peut ramener les mêmes choses ici au niveau du Bitcoin. Vous voyez que les modèles, on peut en faire énormément. Vous voyez, donc ça c'est ça. Donc là, bah, vous avez vu un peu au niveau de la modélisation. Maintenant, voilà, si on regarde les modèles au niveau fondamental, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, voilà, on peut avoir un modèle. Vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est Google, c'est différentes compagnies que je suis en train de suivre. Et qu'est-ce que j'ai ici? Bah, j'ai toutes les informations qui sont reprises ici. Et là, j'en ai encore pas mal qui viennent de différents endroits. L'information est reprise là. Et sur base de ça, bah, il y a des modèles. Maintenant, on est en train de travailler sur un modèle que Sergio m'a demandé. Il veut un modèle qui reprenne 5 ans de négociation. Donc, attendez, c'était noté quelque part ici. Attendez, voilà. Il voulait les 5 dernières années avec la projection. Non, ça c'était les bas des 5 dernières années, les hauts des 5 dernières années, les bas des 5 dernières années. Bah, lui, il veut quoi? Il veut que je lui trouve les 5 dernières années d'historique du prix de Google en comparaison de ce qu'on a aujourd'hui, donc en comparaison avec ce qu'on a ici, et maintenant sur base de ça, regardez quelles sont les formules qui vont nous permettre de quoi d'avoir un modèle qui va nous prédire les 5 prochaines années de Google, et qui, quoi, au fur et à mesure que les choses sont publiées, ça va automatiquement, ça va se mettre à jour, et nous on a un modèle sur base de ça. Et d'un autre côté, bah, vous avez vu les autres modèles qu'on utilise aussi, l'efficience, l'efficacité, tout ce qui est en train de se passer, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, vous voyez que ça, ce sont des choses qui sont possibles. Donc là, on travaille là-dessus. Et maintenant, ces mêmes modèles-là, on va les ramener aussi dans les cryptos. Donc encore d'autres feuilles de calcul, d'autres formules sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir faire ça avec les cryptos. Donc là, maintenant, quoi? Ça résume bel et bien la différence entre ce qui est fait au niveau d'un particulier et au niveau de quoi, comme vous venez de le voir ici hein, durant cette vidéo, vous permettre de voir bah, ce que font les professionnels. Donc la différence ici, la différence entre le particulier et l'investisseur. Vous voyez que là, lorsque je gribouille ça, lorsque je suis inspiré lors des vidéos quotidiennes, bah voilà, on voit ce que ça donne. Mais ici, j'ai pris le temps d'expliquer cela et encore, j'ai été vite. Vous avez vu en gros les concepts derrière cela et la différence. Vous avez vu les choses factuelles, ce que font les pros. Vous avez vu, nous ici au JC Twim, lorsque je dis qu'on est une boîte de consulting et de recherche, ben voilà, vous avez vu nos recherches et ce que l'on fait. Donc il y a encore beaucoup de choses. On fait des statistiques, on fait pas mal de choses. Il y a énormément de choses que l'on fait. C'est comme ça qu'on est une équipe et dans son équipe, il faut voir les meilleurs. Ouais, lorsque moi j'ai une équipe, je prends les meilleurs gars dans mon équipe et réfléchir sur ça. Et maintenant, on est encore en train de réfléchir à la question crypto, bah, comment est-ce qu'on peut augmenter et faire ce que l'on fait. Donc lorsque vous voyez l'équipe, ici vous avez le background de l'équipe. Vous avez vu Sergio, c'est lui qui fait quoi? Je vais vous mettre ça en français. Donc l'équipe au complet, elle est là. Donc ici vous êtes James ici et tout le reste de l'équipe est là. Sergio, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme vous voyez ici, il a de l'expérience en tant que conseiller financier, en tant qu'investisseur dans le domaine des matières premières, etc., spécialisé dans l'analyse fondamentale, l'évaluation des entreprises et analyse de l'efficacité commerciale. Donc voilà, ça c'est ce que lui il fait. Moi je fais tout ce qui est stratégie, risque, ainsi de suite et tout ce que vous voyez, et analyser pas mal de choses, mettre des trucs en global macro, enfin faire ce que moi je fais. Vous voyez que l'équipe elle est là. Chacun doit savoir faire ce qu'il fait et c'est ça. Donc moi je dois m'appuyer sur lui au moment où je suis en train de faire ceci, cela et cela. Ça c'est son domaine à lui. Mais vous voyez, c'est ça, on se complète. Donc l'équipe doit être complète à ce niveau-là. Donc ça, c'est la chose qui est la plus importante. Est-ce que ton équipe, elle est complète? Est-ce que vous allez de l'avant dans ce que vous faites? Donc là, on vous a montré ce que nous on fait à notre niveau. C'est disponible sur le web. Ça, ce sont les samples que l'on a mis là pour ce qui est disponible. Bien évidemment, comme vous l'avez compris, encore une fois, maintenant, vous savez que quoi? Que lorsqu'il y a plus à montrer, lorsqu'on a des clients corporatifs qui viennent et disent on a besoin de ça, 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 ça et ça, et bien sur base de ce dont ils ont besoin,
il y a une facturation qui est faite, et nous on fait un travail, on délivre le travail, on interprète le travail, et voilà, et le client il est content, et il fait de l'argent. Et nous aussi, vu qu'on sait exactement dans quoi on investit. Tout ça c'est pour dire quoi? On ne fait pas d'argent par hasard dans les marchés, et maintenant vous avez vu toute la chaîne, et qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la chaîne de valeur. Donc maintenant, tous ceux qui disent oui, ceux de Wall Street vont rentrer, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, les extraterrestres venant d'une autre planète, ils viennent pourquoi? Pour prendre les ressources. On le voit dans tous les films fantastiques. Donc vos ressources, c'est quoi? C'est le peu de Bitcoin que vous avez ou ce que vous avez. Maintenant, regardez les armes que vous avez. Donc regardez la chaîne de valeur ici, la chaîne de valeur là. Et donc, comme vous l'avez vu, ben, nous, on le fait. Ce n'est pas une opinion qu'on a donnée aux clients, nous, c'est une conclusion que l'on donne. Il y a une prise de risque d'un autre côté. Et c'est quoi? Lorsqu'on prend notre prise de risque, voilà, c'est ça. Et on assume. Vous avez bien vu que quoi? Vous avez vu le travail qui est là. Vous avez vu la compagnie Amadeus. Revenez en 2022, on verra elle est où. Donc tout simplement, c'est ça. Ouais, le travail, il est fait et nous, on est sûr de notre travail. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous paye, c'est pour ça qu'on fait ce que l'on fait. Ok? Ça, c'est factuel. Ok? Donc voilà. Donc là, maintenant, bah, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo, ben, ça va vous aider. Comme je dis, hein, il y en a pour qui ça va être une véritable révélation. Certains vont capter l'histoire, d'autres ne vont pas capter l'histoire. Ben là, personnellement, ben, comme je dis, ben là, bonne chance à vous et votre capital. C'est tout ce que tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est pas pour tout le monde. Donc là, comme je dis bien, profitez-en tant que je suis là, que je suis disponible ici, que je peux faire ce travail ici. Vu qu'il y a eu une demande, je suis venu ben, avec l'offre par rapport à la demande qu'il y a eu pour aider et inspirer et orienter ceux qui sont là. Mais voilà, un jour, bah, je ne serai pas là. Mais il y aura quoi? Bah, il y aura les actifs, il y aura tout ce qu'il y a en archive ici qui va pouvoir vous aider, vous orienter. Donc si vous êtes malin, vous en faites quelque chose. Parce que ça, comme vous avez vu, ça, c'est pas ce qui court les rues. Ça, c'est pas ce que vous allez voir dans votre groupe Telegram, Facebook ou peu importe. Comme je dis, je ne suis personne sur YouTube. Je ne suis que ceux que je connais qui ont un track record fait, établi de X années avec de retour, avec ce genre de choses que je vous ai montré. Que lorsqu'on est en train de faire une chose, bah, tiens, on a dit et la chose se fait. Là, on vous a montré 2 échantillons de ce que nous on fait, 5 actifs, 5 gains, 5 fois dans le vert. Ouais. Tout n'est pas toujours dans le vert, ça il faut le savoir. Il y a des choses qui sont dans le rouge, mais on est très peu dans le rouge et on est beaucoup dans le vert. Rappelez-vous, ce que vous avez vu, c'est à haute probabilité de succès. On ne prend que les opérations qui sont à haute probabilité de succès. Là où on doute, on n'est pas dedans. Et là où on sent qu'il y a un doute, même si on est dedans, on coupe rapidement les pertes. Donc c'est ça. Ok? Donc voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Ça va vous aider bah, pour ceux, encore une fois, je le dis bien, je le répète, qui peuvent le capter. Ceux qui ne le captent pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous. Et comme je dis, bah, rendez-vous dans 5 ans, ouvrez votre Binance ou votre Kraken si vous avez encore du capital dessus et vous allez voir le chiffre qui vous regarde. Et ben, ce chiffre-là déterminera ben, si oui ou non vous étiez dans le bon. Ouais. Et comme je dis, ben, si vous regardez mes archives, ça fait depuis 2014, je ne sais pas combien d'années qu'on fait des vidéos, on est toujours là. Donc c'est-à-dire que nous, on est toujours dans le marché, on est toujours là. Donc maintenant, on va pousser encore 2022, 2023, on sera encore là en train de parler. Et comme vous l'avez vu, il y a plein de vidéos dans le canal, on n'est pas cryptocentrique. On fait ça dans toute classe d'actifs. Maintenant, le Bitcoin, le blockchain, c'est nouveau. Maintenant, on crée des modèles par rapport à ça. Donc c'est ça qu'on fait au quotidien. On travaille pour amener les mêmes modèles, qu'on puisse avoir le même succès. Donc on se débrouille et on est créatif ici. Ok, donc voilà. Donc l'émission du jour, elle viendra plus tard, vu que j'ai commencé par celle-ci. Là maintenant, je dois speeder. Ben, je dois aller retrouver celle qui on a bossé. Et voilà, donc l'émission du jour, quand j'aurai fini, je reviendrai le soir et je ferai l'émission du jour sur les Privacy Coins avec un petit plus. Parce que hier, j'ai vu un truc, bien évidemment, j'ai vu un truc dans le marché et qui m'a fait tilt et je vais le partager avec vous. Ok, donc voilà, bah, profitez bien de ce mini documentaire. Et donc voilà, donc bonne journée à vous tous et un grand merci à ceux qui soutiennent le canal, qui soutiennent le travail, qui trouvent de la valeur. Ben voilà, moi c'est le temps que j'ai que je vous donne ici pour permettre à ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas au moins d'être mis sur les bons rails et d'éviter les pièges qu'il y a là à gauche, à droite. Ok, donc faites attention aux opinions. Allez, bonne journée, je vous laisse et on se retrouve plus tard pour la vidéo du jour.